Qui vient d'arriver. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, je suis Michael Fox, je dirige le groupe Lieu d'émotion et on a décidé avec Xavier Zetoun, qui est juste en bas ou à côté de moi, d'organiser ce live. Je ne vais pas appeler ça webinaire parce que je trouve que le nom webinaire n'est pas terrible, mais un live avec les différents métiers qui sont la restauration et l'événementiel. On est assez cousins. Et je pense que c'est pas mal effectivement qu'on puisse ensemble organiser ce live. On a mis la possibilité à 1000 personnes de s'inscrire à ce live. On est 1000. Je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus nombreux. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire, ils pourront le faire avec le lien qui sera mis en ligne à la fin de cette émission. Alors, je vais en profiter pour donner en fait quelques éléments de cette réunion. D'abord, l'intérêt, bien sûr, c'est d'expliquer ce qui va se passer dans les prochaines semaines dans nos métiers. Moi-même, je suis restaurateur et je travaille beaucoup dans l'événementiel. Donc, j'ai des inquiétudes qui sont quasiment les mêmes que les gens qu'on va inviter et puis que les gens qui nous regardent. Et j'avais vraiment besoin de discuter, de parler, de trouver des idées, d'avancer, d'avoir les idées un peu plus claires. Et je pense que le gouvernement nous donne les grandes lignes, mais on a vraiment besoin de petites lignes pour savoir de quelle manière on va pouvoir réouvrir début juin, si c'est bien début juin, la date de réouverture de nos établissements. Alors avec moi, donc, il y a le CIO de ZenChef, qui est Xavier Zetoun, que tout le monde connaît. Alors ZenChef, c'est une plateforme de réservation sans commission et sans intermédiaire. Il y a 5000 restaurants aujourd'hui qui sont abonnés à ce logiciel, à cette plateforme. Il y a des clients assez réputés, connus comme Akram, de nombreux étoilés comme Alan Jam, les restaurants Fuxia, Expérimental et beaucoup d'autres. Le leitmotiv de ZenChef, c'est un bon esprit. C'est d'aider les restaurateurs, je le pense sincèrement, je suis client de ZenChef depuis fort longtemps, et de les guider un peu dans la modernisation de nos métiers, avec des outils qui leur permettent effectivement d'être en relation avec les clients. Je pense que ZenChef a été très mobilisé pendant la crise sanitaire en mettant en place effectivement des idées comme le click and collect, dont on parle beaucoup, et puis organiser aussi des lives comme aujourd'hui. Moi, je me suis permis de contacter Xavier, donc il y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière, pour organiser ce live. C'était une idée de ça, vous savez, la nuit, on peut penser à des choses, et je me suis dit, tiens, on pourrait organiser cette opération. Xavier a été très réactif, ça s'est organisé très vite. Et depuis ce mardi, c'est-à-dire en 48 heures, on a lancé la machine et on se retrouve effectivement avec beaucoup de monde présent sur ce live. Vous allez pouvoir d'ailleurs poser des questions et chatter avec nous et nos invités. Merci Mickaël et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous et puis ravi aussi de voir que vous êtes aussi nombreux à vous être inscrits. Comme tu le disais, nous, notre métier, c'est bien sûr d'aider les restaurateurs à travers notre technologie. Mais en ces temps de crise, on a vraiment voulu s'engager auprès des restaurateurs, auprès des chefs. Et s'engager en cette période de crise, quand les restaurants sont fermés, c'est se préparer à la réouverture, s'informer. C'est pour ça qu'on a voulu donner la parole à travers différentes interventions, différents formats, que ce soit des webinaires avec des experts. On a reçu des chefs, on a fait s'exprimer tous les acteurs du secteur pour essayer d'inspirer les professionnels et les aider à se préparer au mieux à la reprise dans quelques semaines. Et ce nouveau format, vraiment, en est l'expression et je suis vraiment ravi qu'on l'organise ensemble aujourd'hui. Et puis en plus, on a vraiment un super panel qui est représentatif de tous les métiers, de la restauration, de l'événementiel, de l'hôtellerie aujourd'hui. Et je pense que ça va être une super conférence. Donc, ravi d'être là avec tout le monde aujourd'hui. Il y a déjà plein de messages sur le chat. Alors super, on va commencer tout de suite parce qu'en fait on a pas mal d'invités. Alors la règle évidemment c'est d'avoir un temps donné pour les invités malheureusement. On a environ 10-15 minutes par invité. L'idée là c'est de commencer avec une personne qui représente le deuxième groupe français de la restauration. Il s'agit de Christophe Gachin, qui est le PDG du groupe Flo et Bertrand Restauration. Pour le présenter en quelques mots, Christophe est avocat d'abord. Il a fait une carrière pendant 17 ans. Christophe a quitté sa robe d'avocat en 2016 pour travailler avec Olivier Bertrand, qui est le président du groupe du même nom. Et aujourd'hui, il dirige donc groupe Flo et Bertrand Restauration,
ce qui représente un volume d'affaires d'environ 2 milliards. C'est quoi un volume d'affaires? C'est en fait le chiffre d'affaires direct des restaurants et le chiffre d'affaires également des franchisés. À l'intérieur de ce groupe, on connaît Hippo, le Au Bureau, Burger King, le Lion de Bruxelles, de très belles brasseries comme La Coupole, La Lorraine, Beaufinger et beaucoup d'autres. Il y a 30 000 collaborateurs dans ce groupe. Et l'idée, si Christophe peut monter sur scène, c'est peut-être… Je viens de l'inviter et j'en profite du coup en attendant que Christophe nous rejoigne, parce que je vois qu'il y a pas mal de messages sur le chat de problèmes de connexion. Certains ont l'air de voir la vidéo, d'autres non. Ce que nous a dit Livestorm, c'est que selon le navigateur, ça peut être ça peut ne pas forcément fonctionner. Donc, essayez d'être au maximum sur Chrome ou sur Firefox pour que ça fonctionne. Safari, a priori, Internet Explorer, ça doit avoir quelques problèmes. Donc voilà. En attendant que Christophe nous rejoigne, si vous voulez changer de navigateur, ça va peut-être régler le problème de la vidéo. Ok. Alors, Christophe donc se prépare. Je pense qu'il peut arriver sur scène tout de suite. Voilà. Et ça nous permettra effectivement de commencer avec des questions qui sont des questions essentielles. D'abord, on sait que Olivier Bertrand a lancé dans le JDD dimanche dernier une idée qui est celle de revenir à la TVA 5.5. On se rappelle qu'effectivement, ça a été lancé dans les années 2008-2009, la TVA 5.5, et ensuite retiré dans un gouvernement qui est parti. Ah bah Christophe, parfait. Ravi de vous recevoir parmi nous. On parlait de l'idée d'Olivier Bertrand donc, sur la TVA 5.5. Et donc, je voulais savoir de quelle manière aujourd'hui cette idée est perçue par le gouvernement, est-ce que vous avez des nouvelles, et de quelle manière vous voulez articuler cette TVA 5.5 dans nos restaurants. Est-ce que c'est pour les liquides, est-ce que c'est pour les solides, est-ce que c'est pour une durée donnée, est-ce que c'est pour toute la vie? De quelle manière vous voyez les choses? Alors, de quelle manière on voit les choses? Alors déjà, on n'a pas de retour du gouvernement sur notre proposition de réduire la TVA à 5,5, en tout cas pas à ce jour. On a par contre des retours de différents syndicats, et notamment du SNRTC ou du SNAR, qui sont des syndicats qui représentent soit la restauration à thème, soit la restauration rapide, et qui, dans cette demande de… Alors, cette demande, en fait, elle a une raison relativement simple. Elle est évidemment temporaire, elle n'est pas là pour être appliquée ad vitam aeternam dans le temps, mais elle est là quand même pour soutenir toute la restauration dans sa globalité, parce que, au-delà du cataclysme que nous sommes en train de vivre, il y a surtout un enjeu de pérennité quand même de toute la restauration. Et pour que toute la restauration puisse, au-delà de survivre, parce que là on est en mode survie, mais ensuite il faudra qu'on puisse se relancer et être pérenne dans le temps, nous avons estimé qu'une réduction de TVA à 5,5 pouvait avoir deux objectifs. Le premier, c'était de nous aider à nous accompagner, à amortir tous les surcoûts que nous allons avoir, et ils vont être nombreux, parce que comme vous le savez, le monde d'avant ne va plus exister, en tout cas dans un futur proche. Nous allons être entre le monde Covid-19 et nous allons devoir réaliser divers investissements, donc des investissements sanitaires pour pouvoir se fournir en équipements de protection individuelle, donc en masque, en gants, en gel hydroalcoolique. Et puis nous allons devoir aussi accompagner toute la filière agricole. Parce que la restauration, ce n'est pas que des restaurateurs, c'est également toute une filière en amont, des producteurs, des éleveurs, des maraîchers, des pêcheurs, qu'il va falloir accompagner, et donc il va falloir faire un investissement qu'on pourrait qualifier de vert pour pouvoir acheter leurs produits et les vendre à nos clients. Tout ça, peut-être, va nous entraîner quand même des surcoûts, et il y a, à mon sens, un objectif majeur, c'est de ne pas augmenter les prix aux clients. Je ne sais pas si vous avez pu voir un peu dans la presse, mais il y a un sondage qui circule, comme quoi les consommateurs français ont l'impression que les produits alimentaires ont augmenté, notamment les fruits et légumes et les viandes chez les distributeurs alimentaires. Donc on voit bien que cette question se posera lorsqu'on pourra réouvrir les restaurants, et il n'est pas question pour nous d'augmenter les prix. En revanche, il est important selon nous d'avoir un accompagnement de l'État pour pouvoir amortir ces surcoûts, et que l'État nous accompagne en baissant la TVA. Par ailleurs, vous avez dû le voir aussi dans la presse, c'est vrai qu'on s'en fait peu l'écho, mais on a quand même un pays relativement voisin qui est l'Allemagne, et qui a déjà voté une mesure puisqu'elle a réduit la TVA de 19% à 7%.
également pendant une période temporaire d'1 an. Donc on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas, nous, Français, capables d'aller également dans cette voie pour qu'on puisse justement accompagner toute la restauration dans son ensemble et toute la filière en amont pour se relancer, mais dans la durée, parce qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur notre survie, ce qui est évidemment indispensable. On se pose des questions sur la relance de toute notre activité, ce qui est évidemment indispensable. Mais il faut aussi se relancer et être pérenne. Il ne s'agit pas que dans 1 an, on soit dans une situation encore une fois dramatique et qu'on ait licencié du personnel ou autre parce qu'on n'aura pas été capable de tenir le coup. Voilà. Donc voilà un peu le sens de cette demande de réduction de TVA à 5,5. Alors, est-ce que cette demande de TVA à 5,5 est une excellente idée? Est-ce que, d'après vous, ça suffira pour aider l'ensemble de la profession à tenir le cap et surtout à pouvoir rouvrir dans des conditions, je dirais, de bon moral? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on a plein d'idées, tout le monde essaye de lancer des bouteilles à la mer et il y a un vrai problème qui est celui du moral des restaurateurs, des professionnels que nous sommes. C'est qu'on a l'impression de faire un saut dans le vide et on a extrêmement peur. Est-ce que ce genre de mesure, d'après vous, pourra rassurer le métier? Je ne sais pas si ce genre de mesure pourra rassurer le moral des restaurateurs. Ce que je sais, c'est qu'on en fait tous partie, hein, le groupe Bertrand dans sa globalité, vous, Michael, et d'autres restaurateurs. On se dit simplement que c'est quand même une profession qui est difficile mais passionnante. Nous sommes, je pense, tous résilients dans ce genre de difficultés. Alors c'est vrai qu'on vit tous et toutes un drame manifeste, et là c'est l'ensemble de la population, voire l'ensemble du monde. Donc je pense qu'en tant que mesure, de toute façon, cette seule mesure ne suffira pas. Il y a tout un lot de mesures. Nous voyons bien que toutes les organisations professionnelles qui nous représentent travaillent jour et nuit pour proposer différentes mesures. Donc la seule mesure de réduction de TVA ne fonctionnera pas. Il y en a tout un autre nombre. Hein. Il y a, on va dire, l'exonération des charges, les loyers, parce qu'on en parle aussi beaucoup des loyers. Et il est important d'instaurer un dialogue permanent avec les bailleurs pour trouver des solutions. Il y a aussi les assureurs qui doivent aussi nous accompagner. Donc c'est tout un écosystème qui doit participer à cette solidarité nationale pour justement faire en sorte que le moral ne soit pas totalement atteint. Parce qu'à nouveau, on est tous dans le même bateau et on doit tous s'en sortir. Donc on trouvera tous des solutions. Je pense que l'État n'est pas là pour trouver toutes les solutions, on en est bien convaincus. Et heureusement que l'État a déjà mis en œuvre le chômage partiel, parce que vous le savez que dans différents pays internationaux, il n'y a pas le chômage partiel, et on se rend compte des dégâts humains que cela peut engendrer. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure avec New York, Rémi Labat qui sera à New York et qui pourra nous parler effectivement de la situation sociale à New York, qui sera extrêmement intéressant. Et on aura un invité également en Espagne pour voir un peu la situation sociale. Ce que je voulais voir, c'est en fait un groupe comme le vôtre qui représente effectivement beaucoup de salariés, où effectivement les mesures sociales françaises sont extrêmement intéressantes, où vous avez beaucoup de commerce. Quelle est la politique que vous avez en dehors du social, mais pour l'aspect frais aujourd'hui? Est-ce que vous allez payer vos fournisseurs normalement, par exemple, pour les denrées qui ont été perdues suite à la fermeture du 14 mars? Est-ce que vous allez payer les baux, donc les loyers de l'ensemble de vos affaires? Quelle est votre politique pour l'avenir? Alors, notre politique, avant même de parler de l'avenir, c'est notre politique actuelle, hein, parce que nous sommes finalement, indépendamment du fait que nous soyons un groupe, je pense que, quelle que soit la taille de l'entreprise, le nombre de salariés, on a tous vécu le même choc, c'est-à-dire depuis le 14 mars à minuit, on n'a plus de chiffre d'affaires. Donc, de toute façon, ça, c'est une donnée importante. Et nous, aujourd'hui, on a un peu agi, on va dire, en 2 temps. C'est-à-dire que le premier temps, c'était déjà de sauver l'entreprise, hein, toutes les entreprises. Et donc, indépendamment du chômage partiel que l'on a mis immédiatement, comme vous dites, il y a aussi l'accompagnement, que ce soit de nos fournisseurs, parce que évidemment, on ne peut pas travailler si on n'a pas de fournisseurs alimentaires. Donc, on a établi une politique groupe par rapport à l'accompagnement des fournisseurs alimentaires, parce qu'il n'est évidemment pas question de ne pas les régler. Ça, c'est une première solidarité que nous avons mise en œuvre. Après, nous avons déterminé notre politique vis-à-vis des bailleurs. C'est qu'à nouveau, nous considérons, mais toujours dans le dialogue, parce que de toute façon, vous savez très bien que si on ne dialogue pas, ça ne fonctionnera jamais. Il est très important pour nous de discuter avec les bailleurs, mais en prenant une position quand même relativement ferme. C'est nous considérons que depuis la fermeture des restaurants, il n'y a plus de mise à disposition de leur part des locaux. Donc, n'ayant plus de mise à disposition de leur part des locaux, il n'y a pas de raison que nous,
nous réglions les loyers pendant cette période-là. Et puis par ailleurs, on demande nécessairement, pour ensuite se relancer, un accompagnement de leur part. Donc ça, c'est aussi une condition que nous avons. Comment on peut organiser un accompagnement avec 200 000 restaurants en France, où en fait le loyer serait successif et en relation avec le chiffre d'affaires pour la réouverture? Comment on peut calculer cela et comment on peut en quelque sorte réglementer cela? Ça me paraît extrêmement compliqué. Alors, il est difficile de toute façon de réglementer dans l'absolu parce qu'à nouveau, si vous voulez réglementer, ça veut dire qu'il y a une intervention de l'État. Alors là, c'est quelque part régir des relations privées entre un bailleur et une entreprise. Donc ça peut paraître effectivement difficile et on le voit bien que jusqu'à présent, l'État, la seule chose qu'elle ait pu faire, c'est de prévoir une annulation des loyers pour les TPE pendant une durée de 3 mois. Et ensuite, il a nommé une médiatrice pour régler au cas par cas les relations entre les bailleurs et les entreprises. Mais ensuite, pour l'accompagnement, il y a différentes méthodes. Mais la première méthode qu'il y aurait à réfléchir, c'est que de toute façon, nous savons qu'en matière de restauration et peut-être dans d'autres activités, évidemment que la reprise va être lente et douloureuse. Donc, on ne va pas avoir un chiffre d'affaires que l'on avait avant la crise sanitaire. Pour une raison, c'est que de toute façon, nous savons qu'avec les mesures sanitaires que nous allons devoir mettre en œuvre, nécessairement, nous aurons mécaniquement une baisse de chiffre d'affaires. D'accord ? Puisque entre les mesures de distanciation physique d'1 mètre entre les salariés, d'1 mètre entre les clients, les distanciations physiques des tables, ce genre de mesures, les bailleurs l'entendent, parce que de toute façon, sans locataire, il n'y a plus de bailleurs. Donc c'est toujours pareil, c'est une relation bilatérale. Ça n'est pas simplement un bailleur de son côté et un locataire de l'autre. Si dans 1 an, vous n'avez plus de restaurant, dans 1 an, vous n'avez plus de locataire, dans 1 an, vous n'aurez plus de bailleurs. Donc de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut trouver des mesures d'accompagnement qui soient peut-être un peu plus adaptées et pragmatiques par rapport à la réalité du chiffre d'affaires, plutôt que de rester totalement focus sur l'idée de toucher le même loyer qu'avant la fermeture des restaurants. Donc ça peut se mettre en œuvre, il suffit simplement éventuellement d'établir un pourcentage, ce genre de système peut fonctionner, ou de regarder le chiffre d'affaires qui était réalisé l'année dernière par rapport à cette année et d'appliquer un pourcentage. Donc tout s'opère. Il faut simplement un dialogue entre les bailleurs et les entreprises, ce que nous n'avons pas nécessairement totalement aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il y aura un vrai problème entre les bailleurs et les locataires parce que les intérêts sont différents. La seule solution, et on le sait très bien, c'est que les bailleurs ont un minimum d'intérêt à faire une réduction de loyer et donc puissent s'y retrouver, soit fiscalement, soit avec une aide quelconque. Mais sans cela, il n'y a aucune raison que les bailleurs fassent le bon. Je pense qu'on parlera tout à l'heure des États-Unis. Aux États-Unis, on voit que les bailleurs et les locataires sont dans une relation effectivement parfois dure et je dirais que les meilleurs deals aujourd'hui, mais même chez les privés d'ailleurs, c'est de faire du 50-50 parce que comme il y a plus de 20 millions de gens qui se sont retrouvés au chômage, aujourd'hui ces gens-là ne peuvent plus payer le loyer normalement de leur appartement et donc en fait le deal commun entre bailleurs et locataires c'est 50-50. Parce que vous pensez qu'en France si on a du 50-50 ça peut être jouable pour nous les restaurateurs, pour les restaurateurs en général de toute façon. 50-50, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une baisse de 50% du loyer. Tout est possible. La grande difficulté, Michael, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité. Nous n'avons aucune visibilité déjà sur une date de réouverture et nous n'avons aucune visibilité ensuite sur le fait de savoir si les clients vont revenir rapidement dans nos restaurants ou tardivement. Donc, c'est extrêmement compliqué quand même de faire de nouveaux modèles économiques en fonction des loyers, en fonction du chômage partiel ou pas, en fonction des nouveaux modes de consommation, donc de la livraison à domicile, du click and collect, dont on parlera évidemment. Mais c'est très difficile. On est tous un peu, je pense, dans le même bateau, c'est qu'on navigue à vue, mais on se dit simplement que de toute manière, cette relance, elle est indispensable, c'est indéniable. Mais il ne peut pas y avoir relance si on ne se pose pas et si on ne met pas tout sur la table pour être certain que cette relance est pérenne. Parce qu'à nouveau, réouvrir un restaurant, si vous perdez de l'argent, ça va quand même être très compliqué. Réouvrir un restaurant, si vous ne rassurez pas vos clients et vos salariés sur toutes les mesures sanitaires, ça va être très compliqué. Et réouvrir les restaurants, si vous-même, vous n'êtes pas rassuré sur le fait qu'en tant qu'entrepreneur dirigeant,
votre responsabilité pénale est protégée, c'est compliqué. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de questions aujourd'hui sans de réponse pour toutes ces questions. Et nous pensons quand même que la réouverture est importante, mais il faut aussi régler tous ces points avant. Ok. Donc la position en fait aujourd'hui en ce qui concerne les paiements des loyers du groupe Bertrand ou du groupe Flo sont lesquels? Vous payez pas depuis le mois de mars? Pour l'instant, nous ne payons pas. En fait, depuis la fermeture des restaurants, nous considérons que nous n'avons pas à verser les loyers depuis la date de fermeture des restaurants. Il y a d'ailleurs, on le sait tous, des bailleurs qui ont pris le taureau par les cornes comme journaux, un petit message de qui effectivement était un des premiers à dire qu'il ne faisait pas payer effectivement ses locataires dans ses centres commerciaux. Et je trouve qu'effectivement, il a tout à fait raison parce qu'il pense à son avenir et pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, un bailleur n'existe pas. Oui, et puis aujourd'hui, c'est la solidarité qui doit primer. Et on voit bien qu'il y a énormément d'actes de solidarité de la part des citoyens. On le constate chaque jour et chacun d'entre nous participons à cette solidarité. Il n'y a pas de raison que les entreprises n'y participent pas d'une manière ou d'une autre. Et à un moment donné, de toute façon, il en va de cette solidarité pour faire en sorte que notre économie soit sauvée. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça en fait. Je pense qu'aujourd'hui, la crise que nous vivons, c'est juste quand même spectaculaire, c'est catastrophique. Et donc, il est impératif que toutes les mesures qui soient prises demain par nous-mêmes, par l'État, par les bailleurs, par les assureurs, ce soient des mesures exceptionnellement fortes. Parce qu'aujourd'hui, il faut sauver notre économie. On est d'accord. Je pense que Xavier va pouvoir intervenir. Je sais qu'on a des petits problèmes techniques avec la plateforme Livestorm, malheureusement, et il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à se connecter sur le live, mais qui pourront bien sûr le voir en replay juste après. Oui, malheureusement, je me suis mis en relation avec le support de Livestorm. Je pense qu'il y a trop de participants et donc il y a un petit bug avec la plateforme. Mais vous inquiétez pas, il y aura bien le replay disponible pour toutes les personnes qui se sont inscrites. Vous le recevrez automatiquement par mail juste à la fin du live. Merci beaucoup Christophe d'être intervenu sur ce live. Merci à vous. Merci. À très très bientôt et bon courage. Merci. Alors, on va essayer d'inviter Stéphane Jego avec nous. Je vois qu'il est déjà connecté, donc je vais l'inviter sur scène. Ou Stéphane, si tu es là, tu peux aussi aller sur scène directement. Alors tout à l'heure, je l'ai vu apparaître sur l'écran. Mais la plateforme a l'air d'avoir quelques bugs. On va y arriver. Ouais. Au pire, sinon j'appellerai Stéphane en FaceTime. Je pense qu'on peut l'appeler en FaceTime. Ouais. Ok. Alors, on va l'appeler. Ah, bah voilà, c'est bon. Voilà. Super. Vous me voyez? Nickel. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Stéphane et merci d'être là avec nous. Stéphane, tu es chef et propriétaire du restaurant L'Ami Jean à Paris, qui est une référence de la bistronomie. C'est une des plus vieilles institutions basques à Paris. Tu as 18 employés et tu es cuisinier depuis l'âge de 14 ans, originaire de Bretagne, Lorient si je ne me trompe pas. Et puis ta particularité au-delà d'être chef, c'est que tu t'es engagé déjà depuis pas mal d'années dans un certain nombre de causes, que ce soit à travers le Collège culinaire de France pour défendre toute la filière des producteurs et des bons produits, et puis plus récemment aussi avec le Refugee Food Festival. Donc tu es un chef qui s'engage, et dans le cadre de la crise sanitaire qu'on a connue, tu as été en fait le premier réellement à t'engager au nom de la profession. On se souvient, tu as lancé une pétition qui aujourd'hui compte plus de 130 000 signatures pour inviter les assureurs à jouer leur rôle et à prendre en charge la perte d'exploitation. C'était suite au contact de ta propre assurance qui t'a refusé en fait cette prise en charge, que tu as eu cette idée-là. Et depuis, on connaît la suite. Ça a été énormément repris dans les médias.
où tu en es 1 mois et demi après le début de ce combat avec les assureurs? Bah, où on en est où on a fait quand même bouger les lignes. On a fait bouger les lignes en interne déjà dans les assureurs, parce que c'est vrai qu'on les a beaucoup énervés, parce qu'on a mis en avant quand même pas mal de vrais problèmes, de problèmes d'accompagnement, de problèmes d'imprévision par rapport à nos contrats, de problèmes de relationnel surtout, sachant quand même que les assureurs sont là normalement pour nous accompagner dans les difficultés, sachant qu'on avait déjà eu des difficultés auparavant avec les gilets jaunes, on avait des pertes d'exploitation qui ils étaient déjà pas à nos côtés. Après, on a eu, c'est vrai, différents mouvements sociaux, on a eu les grèves, et là, c'est vrai que le coronavirus, quand même, une crise majeure, qui est une pandémie comme jamais on avait vu, hormis la grippe espagnole, mais bon, on n'était pas dans les mêmes situations, nous, et on n'existait pas déjà. C'est vrai que là, de demander à l'assureur d'être à ses côtés, de pallier à cette baisse de chiffre d'affaires et de se retrouver à zéro, quand tu entends encore une fois dire non, c'est pas possible, c'est vrai que là, avec ma compagne, on a dit stop, on va arrêter. Et on va lancer, c'est vrai que cette pétition, ce mouvement, on a mis des preuves en avant pour AXA, comme quoi la pandémie était bien mise dans les contrats, que le risque viral était bien inscrit. C'est vrai qu'on a fait différentes actions qui ont été majeures parce que ça a fait bouger les lignes. Ça les a mis dans une position délicate, parce qu'il faut pas oublier que les assureurs aiment leur image. Quand tu vois la MAF qui lance 100 millions d'euros, là, le chiffre est énorme, pour le côté automobile, sauf que ça fait 30 euros par personne, donc c'est complètement dérisoire. Après, quand tu vois les assureurs qui mettent au pot commun 200 millions, qui est complètement dérisoire parce que ça faisait que 1500 euros pour 45 jours de fermeture. Après, à force de pousser et remettre 200 millions, ce qui est également dérisoire. Donc, c'est vrai que où on en est là avec les assureurs, c'est vrai qu'on en est honnêtement, on n'en est pas là. On n'est pas comme on a commencé, mais on aimerait qu'ils fassent beaucoup plus. On aimerait justement, par rapport à la réouverture, avec les banques également, qu'ils fassent un pot commun pour nous alléger, parce que comme on disait tout à l'heure, l'ouverture, ça va être extrêmement compliqué. On n'a pas de vision, on ne sait pas comment demain ça va se passer, on ne sait pas si le client va être au rendez-vous, on ne sait pas comment on va pouvoir réouvrir avec la totalité des employés ou pas la totalité des employés. Mais ce qui serait quand même relativement intéressant, c'est que les propositions qu'on a faites également, qui étaient justement de nous exonérer des salaires, des charges, des loyers, parce que les loyers quand même est un point extrêmement important, de l'URSSAF, et de là de nous dégager justement, de nous ouvrir les poumons et de dire voilà, ok, entre 3 et 6 mois, tout dépend comment l'activité, un fonds commun que les assureurs, les banques prendraient, que l'État prendrait sa part par rapport aux charges, et que nous, on puisse s'engager à mettre moins de gens au chômage, à s'engager à essayer de se réinventer dans nos entreprises, qui n'est pas facile. Je vais vous dire un truc, c'est beaucoup plus facile à le dire qu'à le faire. Moi, j'ai mis en place cette semaine une vente de légumes, de mes maraîchers, de mes producteurs. C'est facile à dire, on va jouer à la marchande, mais c'est pas du tout, c'est un vrai métier. Donc là, nous, restaurateurs, on va être obligés de se réinventer, mais se réinventer dans d'autres métiers. Donc, si en plus on a cette épée d'Apoclès au-dessus de la tête, où on se dit, est-ce qu'on va vraiment pouvoir payer nos loyers? Est-ce qu'on va pouvoir déconfiner les gens du chômage partiel, ou est-ce qu'on va vraiment être obligé de stopper tout? Donc, c'est pour ça que de réouvrir avec, quelque part, une grosse bouffée d'oxygène et des choses concrètes, pour moi, me semble absolument nécessaire. Et Stéphane, merci pour tout ce que tu as fait pour les restaurateurs, parce que tu as été vraiment le premier à t'engager pour la profession et tu as vraiment fait bouger les lignes avec le gouvernement, avec les assureurs. Si je comprends bien ton message, en fait, toi, tu pousses pas forcément à une réouverture au plus vite comme certains. J'ai vu sur ton Instagram que tu disais rouvrir au plus vite, comme le demande les 17, est une faute grave. Comment toi, t'envisages la réouverture? C'est quoi ton scénario idéal pour la réouverture? Alors, j'ai pas de scénario idéal, mais je suis prudent. Moi, je suis le premier à vouloir réouvrir parce qu'économiquement parlant, c'est extrêmement compliqué. Pourtant, tu vois, moi, j'ai une institution, je suis quelqu'un d'assis par rapport à mon entreprise, mais c'est extrêmement compliqué parce que moi, j'avais une masse salariale énorme. On a eu depuis janvier, on avait une belle activité par rapport aux grèves, les étrangers qui n'étaient plus là, etc. Donc là, vraiment, moi, j'ai besoin d'ouvrir, mais on est conscient également et on est responsable. Moi, je ne veux pas réouvrir, être précipité dans la précipitation pour me retrouver fermé au bout de 15 jours, 3 semaines, où j'aurais investi avec le peu qui me reste, les masques,
les gels, j'aurais enlevé 25% de ma, mais j'aurais, ouais, même pas, ouais, je me restera plus que 25 couverts dans mon restaurant. Encore entre 20 et 25 couverts. Moi, j'ai fait une simulation hier, parce que vu qu'on allait parler aujourd'hui, j'étais parti sur 25 couverts. Je pense que si je veux vraiment bien faire les choses et emmener ce côté sécurité et surtout confiance au client, il va me rester 18 couverts sur 55. Il faut savoir que, à la base, nous, on fait 120 à 130 couverts jour avec un staff qui fait pour ça, donc 18 personnes. Donc, tu peux imaginer le manque à gagner. Donc, si c'est pour réouvrir et être dans la précipitation, réinvestir et me retrouver avec les loyers plein pot, les charges plein pot, parce que pour l'instant, tout ce qui a été dit n'est qu'un effet d'annonce. Il n'y a rien qui a été signé. Il y a rien. Là, on nous a annoncé comme quoi les chômages partiels allaient continuer jusqu'en mars, mais c'est simplement un effet d'annonce. Il n'y a rien de concret réellement. Et si on est dans la précipitation pour ouvrir, comme beaucoup le veulent, le 15, on va se retrouver comment? Est-ce que de maintenant, du 11 au 15, est-ce que les choses vont être établies concrètement avec les bailleurs, avec les assurances, avec les banques? Est-ce que les fonds vont être là, actés, signés, ou on va ouvrir à l'aveugle? Parce que les clients, c'est ça qui nous fait vivre. Mais quand tu passes de 55 couverts à 18 couverts, ça fait quand même un manque à gagner. Alors là, après, on va me dire, oui, mais tu ne vas pas employer 18 employés. Bien entendu. Mais arrive un moment, si l'économie ne repart pas, qu'est-ce que j'en fais, moi? C'est du chômage dur. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que ça va être du chômage dur, tout ça. Et qui va finir par payer? Parce que c'est sûr qu'aux États-Unis, en Chine, etc., oui, ils n'ont pas le service social qu'on a nous. Mais il faut dire aussi que leur fiche de paye, il est à zéro. Alors que nous, on paye beaucoup d'impôts, mais on paye beaucoup d'impôts pour avoir tout ce qu'on a également. Alors si c'est pour accumuler beaucoup de choses comme ça, moi je trouve que c'est plus intelligent. Après, moi je n'ai pas la chose infuse, mais après, de voir tous les témoignages qu'on a eus sur toute la France, même des gens qui sont au bord de la mer, qui auront leur saison, dire attention, si c'est pour ouvrir dans la précipitation à l'aveugle et de refermer par rapport à la deuxième vague qui va arriver, nous on va être morts. Déjà là, on est quasiment mort, mais là, c'est fini. Donc, c'est quelque part un bon sens paysan pour dire attention, prenons peut-être un peu plus de recul et voir une certaine visibilité que d'arriver précipitamment à vouloir ouvrir et dire oui, il faut absolument relancer l'économie. Non, tu ne relances pas l'économie là. Non, là, tu mets des rustines sur rien du tout. C'est comme si tu mettais un aveugle dans un champ de mine avec une pierre qui fait bip bip. Mais une fois que le bip bip il touche la mine, ça explose. Hein. Alors moi, je n'ai pas envie d'exploser après toutes ces années où on a trimé, et en plus avec tous mes collaborateurs autour qui sont artisans, éleveurs, pêcheurs, vignerons, parce que ça fait quand même beaucoup de monde autour. Ouais, mais j'imagine que tu trépignes comme tout le monde de réouvrir ton resto et d'accueillir du public. Donc ton sujet, c'est pas de dire il faut pas réouvrir, mais c'est de le faire dans les meilleures conditions le jour où on est vraiment prêt. Je pense qu'on a bien compris ton message et que tu vas continuer à te battre pour ça dans les prochaines semaines. Bien entendu, au contraire, moi je veux absolument ouvrir, mais je ne veux pas ouvrir n'importe comment. On a fermé nos établissements en 4 heures, n'importe comment, à l'aveugle. On a vu le résultat. Donc là, le combat qu'on a mené dès le départ pour faire bouger les assurances, pour faire bouger tout ça, etc., si c'est pour remettre encore un autre combat parce qu'on n'aura rien et on est complètement démunis de tout, non, je pense qu'à un moment-là, on peut quand même se poser, laisser un minima de recul, à voir déjà comment le déconfinement va se passer, voir comment on va quelques semaines. Quelques semaines, ça ne va pas nous tuer plus que ce que c'est là. Ça, honnêtement. Et en plus, il ne faut pas oublier que là, actuellement, nos établissements sont dans un coma artificiel quelque part. Là, avec les bailleurs, bah, c'est sûr qu'on essaye, on a joué avec. On ne paye pas les loyers ou alors vraiment un minima. Mais moi, j'ai fait le test justement la semaine dernière sur la vente à emporter. J'ai déconfiné 3 personnes. Que je voulais faire du volume, vendre des légumes, etc. J'ai arrêté, j'ai fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pourtant on a eu du monde. 3 personnes déconfinées, je paye les charges, les salaires là, ça m'a coûté une fortune. J'ai dit stop. Là, j'ai remis cette semaine, 2 jours par semaine, vente de légumes pareil, mais je travaille tout seul en cuisine, tout seul, pas de manger rien, je suis tout seul. Je fais également, j'essaye de faire du volume, bien entendu, parce qu'on n'ouvre pas à perte, hein, sauf que la semaine dernière, on a ouvert à perte.
Et là, je suis une personne en salle. Et là, j'arrive, j'équilibre, je fais. Donc, moi, j'ai pas envie de me dire, mon personnel, c'est fini. Hop, mes gars qui m'accompagnent depuis 17 ans, c'est terminé. Non, moi, j'ai envie justement qu'on puisse relancer cette économie et refaire vivre ce qu'on est. Et on n'est pas naïf. On sait très bien qu'il y aura un avant et un après, mais faisons en sorte que cet après soit dans les meilleures conditions. Et c'est surtout ça qui est extrêmement important, je trouve. Petite question, Stéphane, si je peux me permettre. Je t'en prie. Quel est le moral de vos 18 salariés actuellement? Honnêtement, là, pas bien. Pas bien pour une raison précise. C'est des gens conscients. C'est des gens qui ont créé leur vie. Si tu veux, tu vois, moi, l'ami Jean, ça me nuit maintenant par rapport à ce que j'ai fait avant. Parce que mes salariés sont payés entre 15 et 20% de plus que le marché. Donc, si tu veux, à la reprise, ils savent très bien que ça va être compliqué, des salaires qui étaient aussi importants. Parce que personne ne parlait pourboire. Mais ils ont également des pourboires conséquents. Tu vois, et là, ils sont pas bien pour une raison précise, parce qu'ils ont investi. Moi, j'en ai qui ont acheté un appartement, d'autres qui ont investi dans l'automobile, etc. Mais c'est-à-dire qu'ils ont investi dans l'économie française. Ils ont redonné à la société une part de ce qu'ils ont. Mais s'ils se retrouvent à sec et à un moment au chômage, et sachant que la lisibilité de notre métier est nulle, je peux te dire qu'ils sont pas bien du tout. Hein. Et comme moi, mon personnel et ma famille, je suis pas bien non plus. Alors c'est pour ça que je préfère mettre tout en œuvre, et c'est pour ça qu'on s'est autant battu là depuis le 13 mars, pour que la totalité de ce qu'on est, petites et moyennes entreprises et gastro, parce qu'il faut pas oublier que la solidarité qu'on doit tous avoir, c'est de la crêperie, la brasserie au bistrot aux 3 étoiles. Parce que le virus, il en a rien à branler de tout ça. Hein. Le virus, il touche autant les 3 étoiles que la crêperie, la brasserie. C'est pour ça que je pense que la solidarité de notre métier, là, est capitale dans l'ensemble de tout ce qu'on est. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que dès le départ, ça a été surtout ça, parce que je pense que c'est ça qui va nous donner justement ce vent d'espoir, ce vent vraiment, tu vois, de cette lumière qu'on attend. C'est pour ça qu'on s'est autant battu pour les assurances, les banques également, parce que le gouvernement, il peut pas tout prendre, il faut arrêter. Déjà, on a de la chance qu'ils nous ont rétrocédé quelque part ce qu'on leur a déjà demandé, parce que les impôts qu'on a payés, ils nous ont rétrocédé une partie par rapport au chômage partiel. Hein. Parce que les autres pays, ils payent pas autant d'impôts, mais ils n'ont rien. Hein. Quand on va vous parler des États-Unis tout à l'heure, quand tu vois, nous, on a fait bien une fiche de paye d'un ami aux États-Unis, à New York, la fiche de paye, c'est sûr. Hein. En bas, la ligne, elle est énorme, hein, parce qu'il n'y a rien avant. Mais quand tu les vois là, en claquant des doigts, ils sont dehors. On a un pays qui est magnifique. On a un pays social magnifique, qui nous coûte cher. Mais au moins, on parle du système américain tout à l'heure, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, les gens en salle ont 15-20% de l'addition, et que lorsqu'il n'y a pas d'addition, ils n'ont rien du tout. Exactement. Parce que c'est facile de dire oui, mais regarde là-bas, ici, là. Non. Regardez la chance qu'on a d'être dans ce pays. La chance qu'on a. Mais regardez aussi les impôts que vous payez. On a de la chance parce qu'on paye. Et tous les chômeurs qui vont tomber là, et tous les milliards qui tombent là, c'est nous qui allons les payer. Alors c'est pour ça, essayons de réduire, nous, la masse de chômeurs par rapport à peut-être une ouverture un peu plus, on va dire, un peu plus visionnaire, si je peux m'exprimer ainsi. Mais j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, un grand penseur de chez nous en disant « Faisons confiance à nos concitoyens ». Moi, je fais confiance à mes concitoyens parce que mes concitoyens, c'est mes clients. Mais même si on étire notre tranche horaire, là, je pense que quand tu es à Paris, en province, tout dépend de la configuration de ton restaurant. Si le type a 3 quarts d'heure pour manger et que le restaurateur doit faire 50 ou 60 couverts en 3 quarts d'heure, 1 heure, tu pourras étendre autant que tu veux, il n'aura pas de client, le mec. Hein. Arrive un moment, il faut arrêter le blabla. On n'est pas au monde des bisounours. Il y a des salariés en jeu, il y a des emplois en jeu, et surtout, il y a vraiment des vies en jeu. Nous, on avait annoncé dès le départ la catastrophe économique qui va arriver, il va faire plus de morts qu'est-ce qu'il y a avec la catastrophe sanitaire. Et vu la configuration qui se passe, moi, ça me fait très, très peur. On reste positif, toujours là à se battre, parce que c'est notre ADN, mais on le fait. Faut pas le faire n'importe comment. Stéphane, merci pour ton message de pragmatique et surtout ton message de solidarité dans le monde de la restauration qui a été bien entendu aujourd'hui. On va continuer et on va laisser la parole à notre prochain invité. Merci à vous en tout cas. Merci. Alors, prochain invité, puisqu'en fait, on est cousins, nous, restaurateurs, et puis gens de l'événementiel, comme je le disais tout à l'heure.
Et je pense qu'il y a certainement des idées pour pas mal de restaurateurs qui vont émerger. Et l'une d'entre elles, c'est peut-être de développer l'événementiel dans ses affaires, dans son affaire. Évidemment, il y a pas mal de contraintes. C'est pas tout à fait le même métier, mais beaucoup de restaurateurs, de bars, de discothèques ont déjà étendu leur activité à l'événementiel. Je pense que les choses ont beaucoup changé ces derniers temps. Et on va accueillir tout de suite Frédéric Bedin, qui est le président et directeur de Hopscotch à Paris. Est-ce qu'il peut nous rejoindre sur le live? Parfait, super. Bonjour Frédéric. Bonjour, tout va bien? Très bien, merci beaucoup. Bon. On est bien chez soi parce que là il pleut. Alors Frédéric, je vous présente en quelques mots. Vous êtes à la tête de Hopscotch depuis plus de 30 ans. C'est l'un des premiers groupes indépendants de conseil en communication. Vous avez 3 métiers principaux, l'événementiel, les relations publiques et le digital. Vous avez 800 collaborateurs. Vous êtes présent dans 60 pays. Vous faites un chiffre d'affaires d'environ 150 millions avant le Covid-19. L'anecdote qui nous fait sourire, c'est que vous ne pouvez pas recevoir dans votre bureau, puisque vous n'en avez pas. Et vous êtes en hot desk, puisqu'en fait, vous vous installez là où c'est nécessaire et là où il y a des événements que vous organisez partout en France ou dans le monde. Vous êtes aujourd'hui la plus importante agence mondiale de communication dans les relations publiques food et art de vivre. Donc, ce sont des métiers qu'on aime. Et la première question qu'on aimerait vous poser, évidemment, c'est quel est l'impact du Covid-19 dans ce monde qui est celui de l'événementiel? Et si on peut rappeler quelques chiffres du volume d'affaires de l'événementiel en France, du nombre d'emplois que ça représente, voilà. Alors, le volume d'affaires de l'événementiel en France, c'est très compliqué de l'identifier parce que ça dépend ce qu'on met dedans. C'est-à-dire juste des gens qui travaillent dans la filière du conseil en événements, de l'organisation, des lieux d'événements, tout ça, c'est à peu près 15 000 personnes. Mais ces 15 000 personnes ne comprennent pas les restaurateurs, les hôteliers qui font bien sûr partie de la chaîne de valeur et de l'événementiel. Et en revanche, on a du coup chiffré de façon assez précise la perte actuelle de business liée à la crise. Elle est aujourd'hui de 15 milliards et elle est assez sûre parce que là, pour le coup, elle comprend toute la filière et on a recroisé avec les pertes de chiffre d'affaires des hôteliers, des compagnies aériennes qui amènent les gens dans les événements et contribuent à son succès. Donc, c'est clair que chez Hopscotch, notre chiffre d'affaires de conseil en communication digitale est plutôt en hausse à cause de la crise. Le chiffre d'affaires de communication en relations publiques est plutôt quasi en hausse, on va dire, à cause de la crise, parce qu'il y a besoin de nourrir les journalistes en information. Et nous tous, quand on est confinés chez nous, on a envie de savoir ce qui se passe. Donc, les entreprises ont besoin de donner des informations aux médias et tant mieux, on a tous besoin. Et en revanche, la partie qui représente un gros tiers de notre activité, qui est de l'événement, ben, c'est pas en baisse, c'est zéro. Voilà, c'est comme vous, pour les restaurants, c'est zéro. Et l'événementiel a une difficulté supplémentaire par rapport à un restaurant ou un hôtel, c'est qu'un restaurant ou un hôtel, quand il va ouvrir, il peut avoir l'espoir d'avoir une clientèle qui vienne, même bien plus faible que d'habitude, à cause des mesures de confinement ou à cause de la confiance, mais au moins que des gens rentrent, alors qu'une agence d'événements ou même un palais des congrès, vous dites il est ouvert, eh ben, il y a le délai de latence de l'organisation qui est de 2, 3, 4, 5 mois avant qu'il y ait le premier client. Donc, on est dans une situation extrêmement complexe où on a les mêmes systèmes de chômage partiel que dans toute la filière du live, on va dire. Hein. Et on a une nouvelle concurrence qui est en train de se créer avec le digital. Qui est une concurrence sans en être, puisque nous en sommes un acteur, mais où les entreprises sont en train de se dire aujourd'hui, je vais plus organiser mon événement en live parce que c'est dangereux, parce que ça fait peur aux gens, parce que il y a des problèmes sanitaires, de distanciation sociale, et puis je sais pas quand je pourrai le faire. Du coup, ils se tournent vers des solutions technologiques en disant, je vais faire ce que nous sommes en train de faire là. Vous tous et nous aujourd'hui, webinaire ou un truc comme ça. Vous remarquerez que c'est beaucoup moins sympa que de boire un coup ensemble.
Alors déjà, et en plus, il y a beaucoup de problèmes techniques. Hein. On est en train de le vivre Alors, avec Nextdoor. alors on apprend tous à le faire un peu mieux. Et donc, moi, si j'avais un message finalement un peu d'espoir à vous faire passer, c'est dire que on ressortira pas de cette aventure comme nous y sommes entrés. On en sortira augmenté. Et augmenté de quoi? Augmenté de la capacité justement à organiser des choses à distance. D'abord travailler à distance, peut-être un peu mieux, et en ayant des outils technologiques. Mais aussi, il y a des gens qui voudront plus rassembler 1000 personnes à Paris alors que ces gens viennent de 50 lieux de province. Et il y a une grosse opportunité pour les restaurants, pour les salles de réception, pour les hôtels, à devenir les grains d'une grappe d'événements. Et là, aujourd'hui, nous, chez Uptouch, ce qu'on propose à nos clients pour la sortie de confinement, c'est non pas de réorganiser des post-Covid parties avec 1000 personnes, mais d'organiser 100 soirées ou 100 réceptions de 50 personnes qui seront beaucoup plus faciles dans plein d'endroits de France. Ça nécessite quand même quelque chose. Ça nécessite qu'il y ait le flux vidéo ou le flux Internet qui arrive dans chacun des lieux en question. Donc, si j'ai un message à donner à vous tous, c'est occupez-vous maintenant, là, pendant cette période où vous n'êtes pas trop occupés, de voir avec les opérateurs télécoms d'augmenter le débit du signal qui arrive chez vous, parce qu'on aura besoin de ça et vos clients auront besoin de ça très vite. Et on peut parier qu'il y aura quand même une régionalisation des événements, alors qu'après, avant, on avait quand même tendance à tout faire à Paris et à dire aux gens prenez le TGV et l'avion. Il va y avoir une régionalisation comme il va y avoir une continentalisation, hélas. On aura probablement moins d'Américains et moins de Chinois, enfin moins d'Asiatiques pendant les deux prochaines années à Paris. Et donc, il est très probable que nous, par exemple, qui sommes très actifs dans le secteur du luxe, on va organiser beaucoup d'événements dans le luxe en Asie et beaucoup plus d'événements aux États-Unis, au lieu de faire venir tout le monde en Europe, que ce soit pour les Fashion Week, les grands festivals de cinéma, etc. Et parce que votre idée d'avoir des grappes événementielles dans 50 établissements qui sont des restaurants, des petites salles d'événements, etc., c'est une excellente idée parce qu'effectivement, on est un peu dans l'idée du Covid, parce qu'effectivement, on doit être moins nombreux. Mais pour une agence comme la vôtre, ça va être beaucoup plus de travail. Donc, est-ce que pour le client final, ça va pas être un peu plus cher? Et donc, du coup, ça ne sera pas une solution qu'ils vont mettre de côté. Alors, je pense que ce ne sera pas forcément beaucoup plus de travail parce que justement, tous les professionnels de la restauration, de l'hébergement sont capables d'aider un client à organiser quelque chose qui est quand même de la tenue avec 50 ou 100 personnes. Enfin, tous les professionnels, non, mais beaucoup de professionnels sont capables de le faire. Donc, ce ne sera pas du coup organisé toujours directement par l'agence. S'il y a 100 événements de 50 personnes, on pourra dire au client, bah, écoutez, vous faites appel à une agence locale, vous faites appel à un hôtelier, vous faites appel à un restaurateur qui est un professionnel et qui va s'occuper d'aménager la salle de manière à ce que ce soit pas seulement une salle faite pour bien manger, mais aussi une salle pour bien communiquer. Et c'est là où il y a un challenge que je souhaite partager aujourd'hui puisqu'on est entre professionnels. C'est que j'ai entendu Christophe et Stéphane qui disaient que après il allait falloir réinventer des choses. Ça fait partie des choses qu'il va falloir réinventer. C'est que dans la prestation de service, il y aura des nouveaux métiers qui vont être probablement fournis par les restaurateurs. Et nous autres, en tant qu'agence nationale ou internationale, on aura la charge de fournir le dispositif technique global qui devra fonctionner et que ce soit facile pour tout le monde. Et puis de fournir peut-être un cahier des charges, des guidelines qui font que chaque présence dans des lieux différents, tout en ayant son aspérité locale, respecte un cahier des charges global qui fasse qu'il n'y ait pas de différents niveaux de qualité et que certains passent pour un peu moins bons que d'autres parce que la lumière sera moins bien, le son sera moins bien, etc. Mais en revanche, on vaincra comme ça probablement au moins dans les premiers mois la peur de participer aux événements, la peur de prendre l'avion et le train, et surtout
on atteindra le double objectif de l'effet de masse et du plaisir d'être ensemble. Et tout ça à distance. Ouais, triple objectif. On fait à distance. Ouais. On a le plaisir d'être ensemble parce que là, vraiment, on en manque bigrement. Tous les gens ont envie de venir, j'ai envie de se voir. Moi, mes collaborateurs, ils ont envie d'aller au bureau. Il y en a la moitié qui ont peur et l'autre moitié qui ont envie de venir. Et en même temps, on aura l'effet de masse parce que le discours du grand patron ou du président de la République ou je sais pas quoi, il pourra être vu sur une télé par tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire le 11 mai? Vous rouvrez l'agence normalement ou alors parce qu'il y a un tiers de votre activité qui est à zéro, est-ce que vous allez reprendre 2 tiers de vos salariés au siège social? Comment vous allez faire le 11 mai? C'est une très bonne question et on a justement une conférence call. C'est pour ça que je suis au bureau aujourd'hui parce qu'on a une conférence call ce soir avec les 800 collaborateurs pour leur expliquer quelle est notre idée et débattre avec eux. Déjà, ceux qui sont au chômage partiel vont rester au chômage partiel. Et on a entendu le Premier ministre dire que le chômage partiel fonctionnait que jusqu'au 1er juin. Mais bien entendu, pour nos métiers à tous, je pense pas une seule seconde que le gouvernement imagine arrêter le chômage partiel. Je pense qu'il a en tête un certain nombre de métiers qui pourraient travailler et qui profitent un petit peu du système. Mais nous autres, je peux pas imaginer une seule seconde qu'on nous oblige à retravailler alors qu'on n'a pas de travail et qu'on nous a obligés de fermer. Bon, pour l'instant, je vous rappelle que les événements de plus de 10 personnes sont interdits. Donc, même si on sait que, on a entendu aussi que les événements de plus de 5000 personnes seront autorisés après le 30 avril. Ce qu'on ne sait pas, c'est entre le 11 mai, le 31 août. Donc, entre le 11 mai et le 31 août, quel va être le rythme d'autorisation pour agrandir la jauge? C'est ça qu'on attend avec impatience et c'est certainement que la première phase sera l'ouverture des restaurants, que l'événementiel suivra. Donc, moi, j'ai hâte que les restaurants puissent ouvrir, même de façon, on va dire, expérimentale, parce que ça aidera tout le monde à apprendre à maintenir les systèmes de distanciation et de prudence sanitaire pour pouvoir faire des événements de 100, 200 personnes, peut-être 500 au cours de l'été. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux collaborateurs qu'ils peuvent venir travailler sur volontariat seulement, en s'inscrivant avant, et notre objectif est qu'il n'y ait pas plus que 20% de l'effectif qui soit au bureau. De toute façon, on a en gros une bonne moitié des collaborateurs qui sont en activité partielle à 20%, donc en chômage partiel à 80%, ce qui veut dire que eux, ils ne pourront venir qu'une demi-journée par semaine au bureau et se connecter, on va dire, 1 heure par jour le reste du temps pour garder le lien avec leurs collègues et leur écosystème professionnel. Et ceux qui sont à 100%, c'est-à-dire les équipes de relations publiques et les équipes de marketing digital, on leur demandera de venir seulement par demi-journée parce que nous, on n'a pas de cantine pour pouvoir travailler avec tous les restaurants du coin. Et on est dans un quartier formidable à la Bourse où il y a des centaines de restaurants et c'est génial. Et sauf que tous les restaurants étant fermés, les gens peuvent pas déjeuner. Et je veux pas transformer mes bureaux en cantine en cantine de guerre. Ça pose pas les problèmes. J'ai un établissement à côté de tes bureaux. Je peux faire la cantine dedans. Vas-y. Non, mais justement, tu peux pas. Et donc on espère que rapidement. J'espère que rapidement les restaurants autour ouvriront et à ce moment-là, que quand les restaurants ouvriront, on autorisera des collaborateurs à venir passer une journée entière au bureau et toujours sur la base du volontariat et en insistant pour que le télétravail qu'on n'encourageait pas avant soit finalement beaucoup plus utilisé pour qu'on soit moins serré dans les bureaux et qu'il y ait plus de distanciation. Et enfin, je voudrais pas prendre trop de temps, mais j'entendais Stéphane Jégo parler des 45 minutes que les gens ont pour déjeuner. Il y a quand même une prise de conscience, je pense, de la part des entrepreneurs et dans les métiers de service. Alors, je dis pas dans les usines, hein, mais la Mijan, il n'y a pas beaucoup d'usines à côté. Je pense que dans les métiers de service, on va encourager nos collaborateurs à déjeuner entre 11h30 et 15h et voire 16h et qu'il est très possible qu'il y ait des nouvelles habitudes sociales qui se prennent pour des dîners, des apéros qui commenceront des apéros dînatoires qui commenceront à 17h30 et des dîners un peu plus tard pour ce qui permettront effectivement d'ouvrir les restaurants plus longtemps et d'être moins tous là au moment du coup de feu.
et je suis le premier coupable, aller toujours déjeuner à 13h ou à 12h45, ben, c'est promis, je vais essayer de m'améliorer. Alors, on va surveiller. Frédéric, donc dernière chose, est-ce qu'en 2020, il reste des événements qui sont au calendrier de Hopscotch, des événements physiques? Alors oui, je l'espère bien. En fait, pour nous, les annonces du Premier ministre étaient quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il a dit que les grands événements de plus de 5000 personnes seraient de nouveau autorisés à partir du 1er septembre, ce qui veut dire qu'à partir du 1er septembre, il va y avoir la Fashion Week, il va y avoir le Salon Maison et Objets. Nous-mêmes, on est les organisateurs du Salon de l'Auto qu'on a dû annuler, mais plus à cause des primes du marché de l'automobile que de notre fête. Mais du coup, on va essayer d'imaginer quelque chose peut-être beaucoup plus petit, pas un grand salon, mais une manifestation autour de l'innovation dans la mobilité. On a même peut-être des manifestations à la fin août avec un peu moins de 5000 personnes et en utilisant beaucoup les extérieurs, donc pour pouvoir faciliter la distanciation et les mesures sanitaires. Donc, si on fait des événements avec 2-3 000 personnes la dernière semaine d'août à Paris, ça fera du boulot pour nos amis traiteurs, pour les restaurateurs, parce que ça va faire venir des gens de partout en France. Et le phénomène de grappe que je décrivais tout à l'heure, je vais essayer de l'encourager pour que ceux qui n'ont pas envie de venir, ils participent en visioconférence et en vidéo aux événements depuis Nice, Paris, depuis Nice, Cannes, Lille, Lyon, Marseille, etc. Et puis sinon, même plus près que ça, j'ai bon espoir qu'il puisse y avoir des entreprises qui recréent des événements de convivialité dès la fin juin, si c'est possible, avec 50 personnes, 100 personnes. Mais là aussi, ça fera du boulot pour les traiteurs, ça fera du boulot pour la restauration à emporter. Ou même des petits événements dans des restaurants notamment les restos qui ont des grandes terrasses, des grands extérieurs où ce sera plus facile parce que on sent quand même qu'il y a dans les collaborateurs de mes clients une partie des collaborateurs qui ont très envie de se retrouver physiquement et qui sont très en demande, et les entreprises auront probablement cette responsabilité d'accompagner cette demande de façon organisée pour que ça se fasse dans des conditions sanitaires les plus prudentes. Comme il y a des collaborateurs qui n'ont pas envie. Donc personne ne sera convoqué, on n'obligera personne à participer à un événement. Mais moi, je suis un optimiste, je vois souvent le verre à moitié plein. Et je pense qu'il y en aura dès la fin juin si jamais c'est autorisé. Et là, sans pouvoir faire des grandes annonces, mais on a déjà 2 confirmations d'événements pour juillet avec des événements avec une grosse notoriété internationale. Et simplement, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle va être la fixation du curseur entre on est 50 et on fait tout en digital, où on est 200 et on fait beaucoup en digital, où on est 1000 et on fait très peu en digital. Donc, ça dépendra. Pour toutes ces explications. Moi, ce que je retiens effectivement pour nos amis restaurateurs qui nous regardent, c'est qu'on va pouvoir ouvrir de 11h30 en continu jusqu'à minuit, parce qu'il y aura le déjeuner, l'apéro et le dîner. Mais en tout cas, il faut le souhaiter. Il faut souhaiter que ce soit la bonne nouvelle d'une nouvelle organisation. Et de la même manière que les pouvoirs publics vont nous encourager à prendre les transports en commun à des heures élargies par rapport aux heures de pointe, il faut qu'on arrête d'avoir le coup de feu dans les restaurants tous les midis et tous les soirs à la même heure. Je pense je suis pas restaurateur, mais il me semble que ça améliorerait le confort de tout le monde. Absolument. Merci beaucoup Frédéric et bonne réunion tout à l'heure avec les 800 collaborateurs de votre groupe. À très bientôt. Alors, on va redonner la parole maintenant à un chef. On a eu l'avis de Stéphane Gégaud tout à l'heure, qui était super intéressant sur la reprise. Tout à l'heure, on entendra aussi Marc Vanov, le patron de Bistro Régent, qui s'est aussi pas mal impliqué ces derniers temps. Mais maintenant, j'ai l'honneur de recevoir Emmanuel Renaud. Alors, Emmanuel Renaud, je ne sais pas si c'est nécessaire de le représenter. C'est un chef 3 étoiles Michelin, flocon de sel à Megève. D'ailleurs, j'imagine que vous êtes en ce moment peut-être dans les bureaux du restaurant. Dans les cuisines. Dans les cuisines, encore mieux. Vous êtes MOF, votre restaurant donc flocon de sel à 19/20 Goemio.
ouvert en 97. Et puis depuis, vous avez aussi ouvert d'autres affaires, puisque vous avez 2 hôtels et un bistrot, en plus du restaurant gastronomique. Donc, ça représente quand même 80 salariés au total répartis sur 4 sites, au-delà donc uniquement du restaurant gastronomique. Pourquoi c'était intéressant aussi de vous donner la parole aujourd'hui, Emmanuel Renaud, c'est que vous avez fait partie de ceux qui prenaient un retour à la normale, en tout cas une réouverture des restaurants au plus tôt, avec le Collège culinaire de France. Et donc, ce que j'aimerais entendre aujourd'hui pour vous, c'est comment vous voyez la reprise. Voilà. Est-ce que vous avez évolué dans votre position? Et puis pour vous spécifiquement, qui êtes aussi hôtelier, restaurateur, qui avez des bistrots, un restaurant gastronomique, comment vous voyez la reprise? Alors, bonjour à tous. Déjà, et alors, on apprenait avec le collège culinaire pour une réouverture le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, attention, c'était adaptable. Ça veut dire le plus rapidement possible par rapport à chaque contexte et par rapport à chaque… Ah, on n'a plus de son là. Ouais. Excusez, attendez juste une petite seconde parce qu'on a un petit problème de son, on vous entend plus. On va voir si peut-être qu'on retire pour le moment les autres flux vidéo pour éviter de prendre de la bande passante. Ouais. Vous m'entendez? Voilà. Donc, ce que je venais de dire, c'était le collège culinaire a demandé à avoir une ouverture assez rapide. Mais une ouverture assez rapide avec la flexibilité et la possibilité pour chaque établissement de choisir le juste moment pour ouvrir. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on n'a pas demandé d'ouverture à tout prix, on a demandé une ouverture rapide et chaque personne, selon le système économique, la région, il y a plein puisse réouvrir avec ce qu'il voulait et quand il voulait, avec la flexibilité de bien sûr avoir une partie de son équipe au chômage partiel et dans la même de pouvoir, même après avoir fait un essai, de se dire bah tiens, tout compte fait, j'ai voulu ouvrir, c'est complexe, c'est pas économiquement viable, je peux retourner au chômage partiel. Donc ça, c'était un petit peu la communication a un petit peu c'était un petit peu flouté parce qu'il n'y avait pas vraiment le souhait de rouvrir le plus rapidement possible, parce que même moi le premier, en étant en montagne, on a arrêté mon service, ma saison du jour au lendemain, et mon choix n'est pas de réouvrir dès les premiers jours où ce sera autorisé. Je vais réouvrir dès l'instant où je vais pouvoir déjà mettre en place tout ce qu'il va falloir mettre en place pour être dans les règles. Et puis je pense on va s'adapter au virus, on va s'adapter à la clientèle et puis à notre nouvelle façon de vivre et puis de voir la restauration dans nos différents établissements. Et alors justement, donc en ce moment, il faut réfléchir, se réinventer, s'adapter. Vous avez lancé récemment le Drive. Est-ce que vous auriez pu imaginer qu'un jour, un restaurant 3 étoiles puisse proposer du Drive? Ouais, alors le drive, c'est un petit peu on va dire que c'est de la vente à emporter. Alors le drive, c'est parce que contrairement, je fais de la vente à emporter toute l'année. Là, ce qu'il y a, c'est que on a installé un drive, ça veut dire que les gens vont pas rentrer dans l'établissement. On va leur livrer à leur voiture pour des règles d'hygiène. Mais c'est vrai que c'est une belle façon de pouvoir garder un lien d'une part avec une partie de mes équipes, parce que là j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi. Et puis la semaine prochaine, ce sera 3 autres. Et puis je fais des roulements de travail avec mes équipes. Donc déjà, c'est pas mal, parce que les réunions Zoom, c'est sympa, mais c'est quand même plus sympa de pouvoir de se voir et puis d'avoir un vrai contact. Donc ça va être je pense que c'est quelque part, ça va être des choses qu'on a mis en place et peut-être qui resteront pour toujours. On va se réinventer. Tout à l'heure, les précédents interlocuteurs ont dit ça va créer de nouveaux métiers, et c'est clair qu'on va s'adapter au système, parce qu'on va être obligé de prendre nos clients différemment, moins de personnes, et ça va être une vraie remise en question, et je pense qu'on en ressortira plus fort, en tout cas j'espère. Et par rapport donc à la vente à emporter, c'est quoi votre bilan là depuis que vous l'avez mise en place? Et est-ce que vous avez des conseils à donner aux restaurateurs qui se poseraient la question de démarrer dans cette activité? Je pense que c'est important de garder ne serait-ce que le lien avec notre clientèle habituée. Parce que moi, j'avais beaucoup de clients qui m'appelaient en disant « Est-ce que tu peux nous faire à manger? Est-ce que tu peux nous préparer ça ?» Donc là, on a une offre globale.
Je pense que je pense qu'il n'y a pas de modèle économique parce que je pense qu'il faut voir le lieu où on est. Mais en tout cas, il y a une vraie demande parce que les gens dans le confinement, c'est le seul moment de la journée. J'ai l'impression que moi, je vois avec mes enfants, on finit un repas et ils me demandent ce qu'ils vont manger le soir. Donc, je veux dire, les gens, et puis ils vont préparer des choses. Il y a une vraie, je pense que c'est un moment de partage dans la journée où c'est important que ce soit convivial et de manger autre chose que ce qu'on a préparé. C'est quand même bien d'avoir quelque chose où on met les pieds sous la table et puis c'est prêt. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas là, c'est un petit peu, ça peut faire plaisir de faire à manger tous les jours, mais il y a des personnes où ça doit être, ça doit être un sacerdoce de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à manger ce soir? Et demain, il va falloir que j'aille faire les courses ou s'organiser. Là, il y a le fait que, bah, il va y avoir une diversité. On a, on n'a pas un ticket moyen qui est très élevé. On est à 35 € entrée, plat, dessert, avec des produits locaux, des produits fermiers. On fait travailler bien sûr nos pêcheurs, nos maraîchers aux alentours. Donc c'est aussi important de faire continuer un lien de travail avec nos collaborateurs de toujours, parce que la filière de restauration, c'est quand même, on a quand même pas mal de collaborateurs, de gens qui travaillent pour nous, donc c'est bien de garder un vrai contact avec eux. Il y a une question que je trouve intéressante parce que vous êtes saisonnier. Comment vous allez gérer justement donc cette saison, non-saison, par rapport aux collaborateurs et aux saisonniers? Alors, on va certainement s'adapter parce que c'est vrai qu'on n'a pas de lisibilité pour savoir déjà quand on va réouvrir. Parce que pour l'instant, les réservations, c'est très, très calme. Alors, on a eu beaucoup de clients qui nous ont envoyé des gentils mails pour nous dire on sera là quand vous réouvrirez, on viendra vous voir, comptez sur nous, on aime ce que vous faites. Donc ça, c'était et ça, c'était vraiment très sympathique d'avoir des gens qui nous soutiennent dans nos métiers. Alors on va s'adapter. On va s'adapter avec une partie de l'équipe et puis on espère pouvoir en prendre le maximum. Mais c'est vrai que le côté économique il va falloir qu'il y ait une balance économique. Donc on va voir où va être la balance. On va pas. Je pense que c'est l'année qui va se terminer, puis les années qui vont arriver. On va avant de vouloir avoir des résultats positifs, on va déjà essayer d'équilibrer notre année pour pouvoir retravailler avec nos collaborateurs et puis remettre tout en place. Et puis la confiance pour les gens qui travaillent avec nous, puis les gens et nos clients. Hier, j'étais avec le chef Paul Perret, je crois que vous connaissez bien, qui a 3 étoiles Michelin à Shanghai. Et il nous disait, bon, bah, maintenant, il n'y a plus de touristes, donc on a dû un peu changer notre offre, nos prix pour attirer une clientèle locale et plus jeune. Est-ce que vous pensez que la haute gastronomie doit se réinventer dans les prochains mois? Oui, on doit se réinventer. Alors, Paul, c'est un petit peu un exemple un petit peu il est atypique. Il avait des menus qui étaient de mémoire à 700-800 €. Donc, et il a que 10 clients par expérience. Donc là, c'est vrai qu'il s'est adapté au marché parce qu'il avait pas de Chinois, donc il avait que des expats et des clients étrangers. Donc là, c'est un petit peu, mais on va être obligé de s'adapter. Je pense que déjà nos cartes vont évoluer parce que le fait de faire moins de couverts par rapport aux consignes sanitaires qu'on va avoir, on va certainement faire moins de couverts, que ce soit dans nos bistrots, enfin partout. Donc on va certainement peut-être être obligé de simplifier ou de réduire nos cartes parce que la rotation de produits va être moins importante. Donc on pourra pas avec les mêmes cartes avoir la même rotation de produits si on divise la clientèle par deux. Donc il va falloir et nous on prône le frais local, donc que ce soit dans le bistrot ou dans nos bistrots ou au restaurant, c'est la même philosophie. Donc on va certainement être obligé de réduire nos cartes pour s'adapter pour que le client, parce que l'important que ce soit dans nos différents établissements, ça va être que l'expérience client soit la même, voire meilleure. Et on n'a pas envie de vendre un menu Covid.
on a envie que les gens viennent chez nous pour se faire plaisir et on va être obligé de se réinventer pour que l'expérience client soit encore meilleure et que le client se fasse encore plus plaisir. Alors, il aura été frustré pendant des mois. Et il va falloir que quand il arrive, il va falloir qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire pour qu'il puisse se faire plaisir, que ce soit dans nos bistrots. Et donc, il va falloir qu'on trouve des solutions par rapport à nos maisons. Parce que c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir des espaces larges dans notre restaurant sur les hauteurs de Megève. Mais dans notre restaurant dans le village, on a une cuisine qui fait quelques mètres carrés, enfin une vingtaine de mètres carrés peut-être. Et je crois que on a dans le restaurant, dans le Flocon Village, il doit faire 110 mètres carrés, cuisine et restaurant, enfin, et salle comprise, et toilettes compris. Donc, on doit être entre 100 et 110 mètres carrés. Donc, normalement, on fait une centaine de couverts en pleine saison l'hiver, le soir, ou 80. Bah là, peut-être qu'on va faire que 20 ou 40. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. On n'aura pas les mêmes équipes en cuisine, on n'aura pas les mêmes équipes en salle. Et puis, on va s'adapter pour pouvoir le faire le mieux possible. Tout à l'heure, j'entendais juste avant d'organiser les plannings horaires pour les clients. Oui, on va le faire, mais le problème d'organiser les plannings horaires pour les clients, ça va faire aussi des amplitudes horaires qui vont être plus importantes pour nos équipes. Alors, est-ce qu'on va être obligé de faire 2 équipes pour pouvoir c'est pareil, parce que c'est vrai que se dire tiens, on va faire venir les gens plus tôt et puis ils vont manger plus tard. Mais nos équipes on est déjà à 41 heures en flux tendu. Ça va être compliqué de leur dire il va falloir que vous restiez 2 heures en plus, ou alors je sais pas, mais en tout cas ça va être des solutions à réfléchir, mais pas se dire on va faire l'amplitude horaire des services va être beaucoup plus importante, parce que les équipes elles vont pas être extensibles, elles vont pas travailler 2 fois plus pour ça. Merci beaucoup, Emmanuel, pour votre partage. Est-ce que, peut-être pour conclure, vous avez un conseil à donner à tous les chefs qui nous écoutent, tous les restaurateurs, pour appréhender les semaines qui viennent, qui vont précéder la reprise? Non, moi je suis de nature optimiste. Je pense qu'on va se recentrer déjà sur notre pays. On va avoir une clientèle beaucoup plus. Vous savez, quand c'est dans les périodes difficiles où faut être le meilleur, il faut se remettre en question. Il faut partager. Il faut partager avec ses voisins, avec ses collaborateurs proches. Je pense que ça va rapprocher beaucoup. Ça va faire beaucoup de liens. Depuis une quinzaine de jours, on est une équipe d'une dizaine de chefs à se rencontrer tous les 2 jours pour parler chef étoilé comme chef pas étoilé, hein, de chef de bistrot, chef de cantine, chef de partout. Et c'est vrai que c'est bien, parce qu'en fait, j'ai jamais pris le temps de faire des zooms et de discuter de ce qu'on peut mieux faire, de ce qu'on peut évoluer, et puis de se donner des petits tuyaux. Chacun amène ses idées, et c'est bien de toutes les rassembler, puis de faire une petite synthèse pour pouvoir trouver des solutions pérennes pour notre métier. C'est ça qui est passionnant en cette période assez unique, c'est que finalement, ça se traduit aussi par la conférence qu'on organise aujourd'hui. On n'a jamais eu autant d'échanges, autant de solidarité dans le secteur, et il faudrait que ça continue même après la reprise, et vous allez y contribuer, c'est sûr, à travers le Collège culinaire de France et d'autres initiatives. Merci beaucoup. On a souvent la tête dans le guidon, et c'est vrai que ça nous permet de la relever, il y a des gens qui s'occupent dans le gouvernement, qui travaillent nuit et jour. On essaye de trouver des solutions en leur amenant nos idées et les idées de tous. Donc c'est bien. Je pense que tous ensemble, on va réussir à s'en sortir et à être meilleurs. Merci pour cette note d'espoir. Pour conclure, Mickaël, est-ce que tu veux inviter notre prochain invité? Alors, merci beaucoup, Emmanuel, parce que quand on vous écoute, on a l'eau à la bouche. On a juste envie d'aller dans votre restaurant. Bon, c'est avec grand plaisir. Mais vous savez, le fait de rentrer, j'habite à 10 mètres de mon restaurant, et le fait de rentrer tous les jours et de voir tout vide, tout triste, ça me déprime. Heureusement que j'ai le plaisir de pouvoir aller dehors faire le jardin, parce que c'est vrai que avoir une salle de restaurant sans une table, hein, et des cuisines vides, c'est déprimant.
Ouais. Bon, vous n'avez pas l'air d'être déprimé, hein. Moi, je pense qu'un bon verre de rouge avec un bon fromage et tout va bien, hein. On verra ce soir si on a assez travaillé. Bien. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors, je vais appeler en visio sur mon téléphone le prochain invité parce qu'on avait un problème de connexion de son avec lui. Et donc, du coup, on va l'appeler voilà, avec le téléphone. Voilà. J'espère qu'on entend. Bon. Super. Alors, je vous présente. On avait besoin de faire également un petit tour dans d'autres pays que la France pour voir quelle est la situation. Et donc, nous avons un restaurateur qui est en direct de Marbella. C'est Zazou, là, qui est sur mon téléphone. Zazou qui a un parcours un peu atypique. Zazou est un ancien footballeur professionnel qui a joué dans différents clubs, dont le Qatar pendant quelques années. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe qui s'appelle le groupe Casamis, qui est constitué d'un bistrot, d'un bar à tapas et d'un restaurant festif qui va ouvrir dans quelques semaines, j'espère. Il est à Marbella, qui est un peu le Saint-Tropez de l'Espagne. C'est dans le sud de l'Espagne, Costa del Sol. Et donc, je voulais avoir son témoignage pour savoir ce qui se passe en Espagne, pour les restaurateurs, pour les bars, pour les discothèques. Comment vous allez préparer la saison? C'est une question qu'on se pose nous en France. Donc, Zazou, merci d'être là et merci de nous expliquer un peu la politique espagnole pour les restaurants et les bars pour cet été. Mickaël, juste, est-ce que tu peux monter à fond le son de ton téléphone? Comme ça, on entendra bien Zazou. Voilà, ça devrait être mieux, je pense. Ok, c'est bien comme ça. Et il faudrait que Zazou, sur l'ordinateur, je pense, ferme aussi la fenêtre, sinon ça va créer un écho. Ferme la fenêtre, c'est ça? Voilà, comme ça, il y a... Ok, bon, bah, pas de souci. Alors, je vais fermer carrément. Donc, vous me voyez. Voilà. Déjà, merci à vous. Merci pour m'avoir invité. Je sais que vous faites un heureux parce que ce genre de brainstorming dans le métier qu'on fait, c'est vital. Et en 1 heure, j'ai pris 2-3 idées qui vont me permettre vraiment des choses que je vais appliquer. Alors, tout d'abord, voilà, mon groupe en Espagne, bon, je suis ancien footballeur, comme l'a dit Mickaël. Je crois que j'ai une histoire que pas mal de gens connaissent. Qui a été assez médiatique au Qatar, où j'ai dû me battre avec le pays pour pouvoir quitter le pays. Bon, ça s'est réglé. Maintenant, ma nouvelle carrière, ça fait 9 ans maintenant qui est dans la restauration. Donc, voilà. Ça, c'est le côté un peu historique. Maintenant, oui, voilà, comme tu disais, Mickaël, j'ai un bar à tapas, une plage et un bistrot. Et le gros dernier, qui est un restaurant à ambiance. C'est clair, on est en plein boom à Marbella depuis 2 ans maintenant. Et je trouve que cette histoire, elle a mis un cours moral à tout le monde. Donc, on est fermé depuis le 14 mars, comme tout le monde. Le gouvernement a mis en place un chômage technique, ce qui est bien. Mais le truc, c'est que parce que là, on a par exemple, je vous donnerai les dates plus tard, à quel moment on va devoir ouvrir, le gouvernement nous oblige à reprendre tous ses employés. Donc, il nous demande d'ouvrir à 30% de la capacité de notre local, mais à reprendre tous les employés qui se sont mis au chômage technique. Techniquement, pour nous, c'est impossible. On va pas reprendre ces employés si on doit 100% du restaurant. Donc, on en est. Aujourd'hui, des aides en Espagne, il n'y en a pas tellement parce que le gouvernement espagnol patauge un peu. Mais tu vois qu'en France, c'est un peu pareil, on est tous à se plaindre. En Espagne, c'est pas mieux. Je n'en peux pas. Situation exceptionnelle. Et voilà, il a fallu improviser. Donc, je pense que c'est très dur aussi à leur niveau. Maintenant, il faut qu'on soit un peu solidaire et essayer de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Effectivement, nous, on vit du tourisme. Moi, mon groupe, toute l'année, heureusement, mais bien sûr, un pic l'été. Je vais être très sincère avec vous. 2020, pour moi, ça va être sauver les meubles. J'espère rien de 2020. Donc, on doit ouvrir le 11 mai.
30% et le 25 mai à 50%. Avec la distanciation, je veux dire, la grandeur du local. On doit l'occuper à 50%. Moi, je pense vers... Alors, juste si je comprends bien Zazou, en Espagne, la réglementation, c'est qu'on vous oblige donc par période d'ouvrir votre restaurant à 1/3 et à 50%. Exactement. Mais bien sûr, bien évidemment, pour moi, à 30%, ça vaut pas le coup. Il est hors de question que j'ouvre à 30%. Et l'histoire des masques, ouvrir avec des masques, pour moi, c'est terrible. Voilà, nous, on est passionnés par notre métier. C'est clair, le contact, la communication, tout ce qu'on aime faire avec les masques ou des gants. Je trouve ça ridicule parce que là, par exemple, ils nous ont demandé de mettre peut-être des machines devant nos restaurants. Vous savez, des machines où on est désinfecté, comme si on était à l'aéroport. Je trouve ça complètement ridicule. Bien évidemment, je ne vais pas le faire. Maintenant, moi, je vais rouvrir le 15 juin. Et j'ouvre dans un seul but, Mickaël, que tu saches. C'est surtout pour cette année, pouvoir permettre à mes collaborateurs, donc à tout groupe, tous les employés, de pouvoir avoir un salaire. Parce que le RT, enfin le chômage technique, ne leur permet pas de vivre dignement. Donc le fait d'avoir au moins un salaire raisonnable, et moi cette année, de toute façon, je fais abstraction de la communauté européenne, de l'Union européenne, mais c'est clair que c'est l'argent qu'on va devoir rendre. On a 1 an pour commencer à rembourser les traites. Les banques, les conditions des banques, c'est on vous prête l'argent à condition que vous continuez à payer vos traites. Donc voilà. Et je me suis endetté encore. J'ai fait une demande d'1,5 million qui a été acceptée. Mais effectivement, je vais devoir cet argent, je vais le devoir. Donc plus les travaux que j'avais en cours. Donc c'est une période assez difficile, mais effectivement aujourd'hui la priorité c'est de sauver l'entreprise. Comme disait tout à l'heure Stéphane Gégaud, une rouverture précipitée, c'est complètement ridicule. Je veux dire, on ne va pas ouvrir parce qu'on nous dit d'ouvrir le 11. Je vais ouvrir le 11. Non, j'attends déjà de voir l'incubation parce qu'on va avoir 15 jours pour voir un petit peu comment va cette pandémie. Est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce que c'est important aussi pour ne pas récupérer tout le monde du chômage technique et de nouveau les remettre au chômage technique? Donc je préfère faire 1 mois et ouvrir 1 mois après. En Espagne, comment ça se passe actuellement? Est-ce qu'il y a encore cette peur du Covid-19? Parce que on sait qu'effectivement, les règles de sortie étaient drastiques en Espagne, bien plus que partout ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que vous pouvez sortir dans la rue? Est-ce que vous pouvez vous balader, sortir les enfants? Excuse-moi, je t'entends plus. Ah, petit problème de connexion. Ok, alors on va réessayer tout de suite. Voilà. Voilà, de retour. Ouais, je disais. Vous m'avez entendu avant, hein? Oui, bien sûr. Ah, ok, super. On a entendu. Je voulais juste savoir comment ça se passe en Espagne actuellement pour le confinement. Est-ce que vous en sortez un peu? Alors, à partir de samedi, on va pouvoir commencer à aller faire une heure de sport. Vraiment avec les enfants, ceux qui ont des enfants. Ceux qui n'en ont pas, ils ne pourront pas. Aller à la plage, par exemple. Ensuite, à partir du 11 mai, on peut commencer déjà à aller chez le coiffeur. Enfin, ils vont ouvrir des endroits partiellement, à savoir les coiffeurs, les salons de soins, les hôtels aussi, les hôtels à 30%. Et le 25 mai, on va pouvoir avoir un semblant de vie normal. Ils n'imposent pas le casque, ça c'est bien. Et après, par rapport à la plage, on ne pourra pas mettre de lit, par exemple, dans ma situation. Et mais fin juin, on devrait avoir, voilà, tout le monde devrait être dans la rue et avec une distanciation, bien sûr, dans les établissements. Est-ce que les aéroports et est-ce que les frontières vont rouvrir en Espagne? Est-ce qu'on va... Pas pour l'instant, pas pour l'instant. C'est clair que nous, on est tous scotchés aux informations pour voir si les frontières vont s'ouvrir, parce qu'il faut savoir que nous, on vit avec les étrangers, principalement l'été. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait faire une enquête d'attention nationale et européenne pour savoir, parce qu'on ne peut pas changer l'état d'esprit des gens. On ne peut pas le changer. Moi, je suis curieux de voir comment vont réagir les clients. Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils vont vraiment... parce qu'ils ont envie. Alors, tout le monde dit, ouais, j'ai envie d'aller boire un coup et de sortir un bon restaurant, etc. Mais après,
la crainte, la peur qui est présente parce que l'Espagne, comme tu sais, Mickaël, a été énormément touchée. Et ça a été dramatique même. Donc voilà, moi je vais devoir recomposer ma stratégie, à savoir le menu, baisser mes prix parce que je travaille avec une clientèle locale espagnole qui est différente de la clientèle européenne que j'ai actuellement. Ok, parfait. Bah, Zazou, bon courage. C'est vrai que on a toujours tendance à voir ce qui se passe chez nous, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe à côté de chez nous et en l'occurrence en Espagne. Et on souhaite évidemment, ainsi que tous les restaurateurs en Espagne et partout dans le monde, beaucoup de courage. Et si on peut s'échanger des idées, ça serait avec grand plaisir. Merci Zazou. J'espère qu'il y aura d'autres interventions comme ça parce que l'après, je veux dire, confinement, il est très intéressant de voir un peu comment on réagit. Donc bravo pour ce que vous avez fait et c'est une très bonne initiative. Bravo. Merci beaucoup. Et on viendra à la plage Casanis si on peut. Avec plaisir, on t'attend. Allez, à bientôt. Merci Xavier, au revoir. Ciao. On va commencer du coup. Alors, je suis en ligne avec Marc Vanov. Hop, voilà. J'espère qu'on voit bien. Et je vais mettre mon écran en grand. Voilà. Alors, je vais vous présenter rapidement Marc. Donc, vous êtes PDG du groupe Bistro Régent qui a 10 ans, qui compte 131 établissements avec un rythme d'ouverture de 30 établissements par an avant la crise. Et qui fait 160 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires annuel. Et j'ai souhaité vous inviter aujourd'hui parce que avec un groupe de restaurateurs, dont Philippe Etchebest, vous êtes à l'initiative de propositions que je crois que vous avez présentées ce matin au gouvernement pour sauver la restauration. Et vous avez des choses concrètes à proposer qui vont permettre à la gastronomie française, au patrimoine, de rester leader dans le monde. Et donc, j'aimerais bien que vous nous en disiez un mot aujourd'hui. Oui, bonjour tout le monde. En effet, avec Philippe Etchebest qui est, on va dire, qui sauve des entreprises dans Cauchemar en cuisine à la télévision. Aujourd'hui, il a pris l'initiative de rejoindre et de créer ce groupe avec mon appui pour essayer de sauver une grande partie de la restauration française qui est aujourd'hui à genoux devant le fait que nous n'avons pas de perte d'exploitation. On n'a pas d'objectif fixe des dates d'ouverture, donc on ne sait pas si ça va durer 3 mois, 4 mois ou 6 mois, voire plus, au niveau de l'accompagnement. Donc on a demandé 33% de perte d'exploitation. Il ne faut pas demander la lune, 100% ne serait pas tenable. Et ce qu'on a proposé à tout le monde, tout simplement, c'est que, contrairement à d'habitude, on prend un contrat d'assurance, on paye une prime. Quand il y a un sinistre, nous sommes indemnisés par les assurances. Et bien là, on a demandé le contraire. On a demandé d'être indemnisés instantanément parce qu'on en a absolument besoin pour sauver la profession et qu'on s'engageait à payer des surprimes sur une durée de 20 ans pour étaler la masse dans le temps, bien sûr. Et ça nous permet, on demande une levée de 14 milliards, alors qui seront calculés avec la véracité des pertes d'exploitation quand BPI aura rendu, on va dire, son contrôle, puisque ce matin, nous étions avec Bruno Le Maire, qui a retenu avec attention notre proposition et qui nous a renvoyé l'ensemble des représentants de la restauration, nous mettre d'accord avec la Fédération française des assurances, dont le but n'est pas d'abonder dans le fonds financièrement, mais ils vont quand même en mettre un peu, mais c'est surtout qu'ils ont les outils pour s'occuper de la perte d'exploitation et la redistribution de chacun de leurs sociétaires, parce que c'est toutes les assurances de France. Et donc, ça nous permet d'accélérer le mouvement pour pouvoir déjà donner 30 à 35% de l'évaluation de la perte d'exploitation rapidement à tout le monde pour sauver, on va dire, tous ceux qui sont très fébriles financièrement actuellement. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est une solution où il y a une redistribution de la part des restaurateurs dans le futur. Tout à fait, et ce sera une obligation dans tous les contrats. Ça représentera entre 0,2 et 0,45% du chiffre d'affaires annuel qui seront dans tous les contrats d'assurance ou sur une charge qui repartira directement collectée par l'État auprès des entreprises. Donc, on attend le calcul exact de ce que représentent ces 33% de perte d'exploitation pour donner l'exactitude du montant en pourcentage que ça représentera sur les contrats d'assurance, tout en sachant que ce fonds est mis en place aujourd'hui pour l'avenir et les futurs, on va dire, restaurateurs dans le temps, dans les 10 ans, 20 ans, 50 ans à venir. Et le fait, c'est qu'il agit instantanément
sur la restauration française, de la petite crêperie aux 3 étoiles Michelin, en passant par les palaces, les petits hôtels 1 étoile ou sans étoile, ça touche tout le monde. Et sachez que la perte d'exploitation à hauteur de 33% représente environ entre 12 et 15% hors taxe du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Plus, sur les petites entreprises, il y en a 186 000 en France qui font moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires. Chez eux, ça monte entre 25 et 35%, ce qui est quand même non négligeable. Et ça nous permet évidemment de sauver une grande partie de la restauration française, et surtout avec l'appui du ministre de l'économie, de Sébastien Bazin, qui est le PDG d'Accor, qui a été mandaté et nommé par le président de la République pour faire remonter les bonnes idées au niveau financier et sanitaire. C'est cette idée qui a été retenue. Il adhère à 100% à notre dispositif et nous en sommes bien sûr très fiers. Mais on se méfie des politiques. On attend quand même d'avoir signé pour être certain qu'il soit mis en application. Vous pensez que vous aurez une réponse quand définitive pour ça? Ce matin, suite à la réunion, il nous a donné rendez-vous dans 10 jours, de façon à ce qu'on ait trouvé les accords intersyndicaux avec la FFA, la Fédération Française des Assurances. Et là, ils pourront légiférer, pas légiférer parce que c'est pas légiférer, ils veulent pas obliger les assurances, ils veulent qu'on trouve un accord, on va dire à l'amiable, et donner ou faire un amendement qui donnera, on va dire, la possibilité de mettre en place ce système. Et ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, les assurances ont déjà fait ça par le passé. C'est une idée nouvelle par rapport à cette crise, mais ça existait déjà en fait. C'est-à-dire que quand on a été en rendez-vous avec le cabinet Bruno Le Maire il y a 15 jours, quand il y avait le directeur de la BPI, le directeur de la Banque de France, le cabinet de Bruno Le Maire, le représentant des assurances, quand j'ai proposé mon système, les assurances nous ont dit « Ah mais nous, monsieur Vanov, on n'est pas des banquiers ». Et je leur ai dit « Pop, 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 attention, quand il y a eu la tempête Xynthia en Charente, en effet, vous avez payé les pertes d'exploitation, mais à partir de l'année d'après, vous leur avez compté des surprimes par rapport à la perte d'exploitation que vous avez payée l'année d'avant. Donc en réalité, ce que je vous demande, vous le faites déjà. Alors, le niveau financier, le volume financier plus important, on assume nos responsabilités, c'est pour ça qu'on vous accompagne, parce qu'on n'a pas cotisé pour cette perte d'exploitation générale et nationale, mais par contre, vous devez de nous accompagner, et on est partenaire depuis des décennies à payer des assurances. On sait que le fonds de catastrophes naturelles, depuis 20 ans, est vidé parce que chaque année, l'État est obligé de lui remettre de l'argent parce que chaque année, il y a des catastrophes naturelles qui fait qu'il n'y a aucun fonds. Je le dis parce qu'il y en a qui croient que les assurances ont les fonds pour le faire. Non, ils n'ont pas les fonds. Si on demande aux assurances de payer 14 milliards pour la restauration et pour toutes les autres corporations, on met les assurances en faillite. Donc, il faut trouver un juste milieu en accompagnant chaque corporation pour se sauver soi-même. C'est ce qu'on a proposé et c'est ce qu'on espère mener jusqu'au bout. Et vous pensez que pour les indépendants aussi, c'est donc une mesure qui sera suffisante pour sauver un maximum d'entreprises? Ah, mais tout à fait. Même celles qui étaient en difficulté avant. Autour de la table, il faut savoir que nous sommes des poids lourds de la restauration qui avons les reins solides. On ne se bat pas pour nous. Personnellement, on sera tous debout, que ce soit le chef Etchebest et différentes personnes qui sont avec nous. Par contre, on se bat pour tous les petits, les moyens et les gros qui sont fragilisés. On se bat pour tous ceux qui sont fragilisés, qui représentent entre 40 et 50% de la profession, qui avaient une trésorerie tendue et qui ne peuvent pas se permettre de rester 4 mois fermés avec des PEG où ils ont demandé 200 000, on leur a donné que 100 000, où ils ont demandé 120 000, on leur a donné que 70 000. Donc en réalité, on les envoie dans le mur. Donc nous, on est là pour essayer de trouver une solution pérenne pour tout le monde. Donc si dans 10 jours, vous avez la signature, vous réouvrez quand vos restaurants? Dans 10 jours. Oui, si dans 10 jours, vous avez la signature, vous réouvrez quand ensuite vos restaurants? La réouverture se fera par rapport au contexte sanitaire, c'est-à-dire qu'en fin de mois de mai, si en ayant relâché, on va dire, le déconfinement, réouvert les écoles, les commerces, on voit que le virus n'a pas infecté plus de monde pour engourber les hôpitaux et les cliniques, bien sûr, ça permettra de relâcher. Par contre, si on est au taquet avec la fin mai au niveau de la propagation du virus, eh bien malheureusement, ça ne sera pas possible de nous rouvrir. Et c'est pour ça qu'on préfère prendre le devant de la perte d'exploitation, parce que si le 2 juin, il nous annonce que malheureusement, on rouvrira peut-être qu'en septembre, suivant comment ça se passe, vous vous doutez bien que la perte d'exploitation est hyper importante, même si beaucoup vont perdre beaucoup, au moins on sauvera et on permettra à chacun, en payant les frais fixes, eh bien d'attendre bien sûr la réouverture, alors que s'il n'y avait pas ça, alors là, ça serait carrément, si c'est septembre ou octobre, c'est 60 ou 70% de la profession qui fait faillite. Est-ce que les chefs, les restaurateurs qui nous écoutent peuvent vous aider encore, ou ça y est, vous avez fait vos propositions?
Alors écoutez, je sais, justement, on est là pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs dans leurs petits restaurants en campagne, en ville, qui sont confinés comme nous à la maison. Ils aimeraient aider, mais ils n'ont pas la technique, les médias, la notoriété de Philippe Etchebest, la puissance, on va dire, de le faire. Donc, on se doit, nous, de représenter l'ensemble de la profession. On sait très bien qu'il y en a beaucoup qui veulent nous aider, mais là, on arrive au bout. Donc, évidemment, à part adhérer à Resto Ensemble, c'est le groupement qu'on a mis en place qui fédère 20 000 restaurateurs. Donc, en effet, s'ils veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Ça donnera encore plus de poids à notre intervention. Et puis, je crois qu'il y a aussi des syndicats qui vous soutiennent aussi dans cette démarche, notamment avec l'UMI. National, mais c'est régional. Et c'est la Nouvelle-Aquitaine qui a couvert notre proposition. Et on est obligé de se mettre d'accord avec l'ensemble des syndicats, pas que l'UMI, pour qu'on se retrouve tout seul devant la FFA et qu'on puisse trouver une solution pour l'amener au ministre dans 10 jours pour qu'il valide, on va dire, notre proposition. Je crois que pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent avoir tous les détails de cette proposition, ils peuvent la retrouver dans l'article qui a été publié aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration, c'est ça? Voilà, vous avez tout compris. Il y a toutes les questions-réponses et ils peuvent même envoyer des questions à l'hôtellerie qui nous feront passer pour que nous puissions répondre à tout le monde sans aucun souci. Bon, bah, génial. Est-ce que vous avez un dernier message? Juste une petite précision, excusez-moi. Dans la perte d'exploitation, on a perdu une petite partie de la perte des stocks. C'est-à-dire que beaucoup, ils nous ont annoncé la fermeture le samedi soir, 4 heures avant. Il y en avait qui avaient reçu les livraisons pour 3, 4, 5 jours. Donc, on va dire que ça va de 1000 jusqu'à 5 ou 10 000 euros qui seront pris en compte avec la perte d'exploitation, ce qui permet quand même de rajouter, on va dire, un petit peu de finances dans les caisses de chaque entreprise. Merci. Marc, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux chefs, aux restaurateurs qui nous écoutent? Le message, c'est le même que Philippe Etchebest. Il faut jamais rien lâcher. Il faut toujours croire en son étoile et en le fait de décrocher, pas la lune, mais une croissant de lune. Le gars qui vous dit qu'il décroche la lune, c'est un menteur. Nous, on vise juste un croissant de lune et on l'aura. Merci beaucoup pour votre combat, pour toute la profession et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si Mickaël, tu avais une question pour… Marc, bonjour. Je voudrais juste savoir, est-ce que donc dans l'ensemble de vos restaurants, vous allez garder la même carte, la réouverture prochaine, ou est-ce que vous allez changer un peu la carte initialement? Non, la carte, nous, sera toujours la même. Alors, elle a déjà évolué un peu depuis le début, ça fait 10 ans. Au début, on n'avait pas les tartares de bœuf et les tartares de saumon. Aujourd'hui, on va dire qu'on est sur un monoproduit avec très peu de plats. On essaye de faire un peu comme un expert, c'est-à-dire qu'on sait de plus en plus de choses sur de moins en moins de choses. Et donc, pour le moment, il n'est pas prévu d'élargir quoi que ce soit au niveau de notre carte. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Alors, je crois que c'est le dernier invité qui va arriver. On voulait le prendre en dernier parce qu'effectivement, il a un décalage horaire de 6 heures. Donc, il est fin de matinée là-bas. Il s'agit de Rémi Labat, qui est donc en direct de New York. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, pour vous présenter, vous êtes le CEO monde de Bagatelle Group. Vous avez fondé ce groupe qui est un groupe de restaurants premium en 2008 avec votre associé qui est Émeric Clément. Vous êtes donc 2 Français installés à New York depuis une douzaine d'années environ. Vous avez fait un constat pour cette création de Bagatelle. Vous vous êtes dit, tiens, les restaurants où on s'amuse, on mange mal, et les restaurants où on mange bien, on s'ennuie. Et donc du coup, c'est comme ça qu'est né Bagatelle, où ce sont a priori des restaurants où on s'amuse et on mange bien. En plus de 10 ans, vous avez donc développé un groupe qui est installé absolument partout dans le monde, en tout cas dans les beaux endroits mondiaux. Vous êtes à New York, vous êtes à Miami, à Ibiza, à Saint-Barth, à Dubaï, vous êtes à Saint-Tropez, vous êtes à Rio, à Punta del Este, vous êtes à Sao Paulo et à Londres. Vous êtes environ 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, vous avez plus de 1000 salariés dans le monde et 300 aux États-Unis. La première question évidemment que j'aimerais vous poser, c'est quelle est la situation à New York actuellement avec le Covid? Je crois que c'est l'une des villes les plus touchées au monde. Et quelle est la situation des restaurants et des bars à New York? Alors, bonjour à tout le monde. C'est effectivement une situation très compliquée que celle de New York, puisque, comme vous le soulignez, c'est la ville qui est certainement la plus touchée au monde et en plus, sans doute la ville où il y a le plus de restaurants et bars au monde. Et nous avons tous, sans exception, fermé. Et à la différence de certains pays, dont la France, qui pour le coup a une belle couverture sociale,
l'ensemble de nos employés se retrouvent le bec dans l'eau, avec une couverture sociale très limitée et qui génère pour certains une situation de grande détresse. Ce qui est d'autant plus frappant aux États-Unis, c'est que, ayant été frappé très très fort par le Covid et donc l'économie n'étant pratiquement à l'arrêt sur tous les secteurs comme le nôtre, on note qu'il y a pratiquement 26 millions de chômeurs, de nouveaux chômeurs qui se sont inscrits au chômage les dernières 3 semaines, ce qui a fait complètement imploser le système de soutien très limité déjà pour ces gens-là, avec un paiement de $600 par semaine. Et donc voilà, c'est effectivement compliqué. Il y a un drame évidemment économique, mais il y a un drame humain auquel on essaye de faire face. Alors, le grand avantage des Américains, c'est qu'ils sont dans ce genre de moment toujours très solidaires. Donc, il y a des chaînes de solidarité qui se sont créées et qui, pour l'instant, sont très efficaces en espérant qu'ils puissent tenir jusqu'au bout. Donc, n'importe quel salaire, aujourd'hui aux États-Unis, avant Covid, égale 2 400 $ en gros, mensuels, de payés par l'État fédéral. Absolument. Est-ce qu'il y a des aides, justement, qui sont mises en place par l'État fédéral? Parce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est constitué les États-Unis? Il y a l'État fédéral, donc c'est Trump, en quelque sorte. Puis ensuite, il y a l'État fédéral, enfin l'État, il y en a une 50aine aux États-Unis. Et ensuite, il y a également les mairies, les maires. Donc, quel est l'ordre de responsabilité de chacun d'entre eux pour gérer la situation? Alors, en ce qui concerne les aides mises en place par le gouvernement américain, au niveau fédéral, ils ont mis en place très rapidement quelque chose qu'on appelle vulgairement le PPP, les 3 P, qui est le Payroll Protection Program. Donc, en gros, c'est un programme de prêt fédéral qui passe à travers les banques, fait par l'équivalent de la BPI qui s'appelle la SBA, la Small Business Administration, qui permet aux restaurateurs de souscrire à un prêt qui est égal à 2,5 fois leur masse salariale et qui devait, pour une période de 8 semaines, leur permettre de réemployer l'ensemble de leurs équipes et de les payer à 75% de leur salaire, sachant que tout cela étant capé à 100 000 $ par personne. Alors, vous me direz, 100 000 $ en France, c'est énorme, mais à New York, où la vie est très chère, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont payés au-dessus de 100 000. Donc, ces gens-là, malheureusement, auront de toute façon une perte de salaire d'environ 50%. Mais en revanche, ils peuvent être réemployés. La difficulté de tout ça vient du fait que ça a été un programme qui a été imaginé au début du Covid pour 8 semaines et qui se transforme en subvention à partir du moment où, au bout de ces 8 semaines, on se retrouve avec le même niveau d'employés que pré-Covid. Évidemment, 8 semaines, on sera toujours certainement en confinement ou alors en réouverture très partielle. Et donc, il est impossible de pouvoir maintenir ce taux d'emploi. Donc, on attend des révisions sur ce programme qui a été mis en place très rapidement. Évidemment, personne n'est devin. Quand on fait les choses vite, on ne peut pas les faire parfaitement. Donc, on reste patient, on reste vigilant, on a de l'espoir. Mais c'est vrai que le gouvernement fédéral, pour l'instant, a pris cette mesure. Ce qu'on attend surtout, nous, restaurateurs, c'est une décision soit du gouverneur de New York ou de Floride, puisque nous, on est dans ces 2 États-là, mais aussi du président américain, c'est un moratoire sur les loyers et sur les emprunts qui permettent aux locataires de ne pas avoir à payer leur loyer et aux propriétaires de ne pas forcément avoir payé leurs emprunts bancaires sur une période de 3 ou 4 mois à définir. Ce qui viendrait alléger très largement la pression financière de nos groupes. Mais bon, tout ça, pour l'instant, n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, le gouvernement est très concentré sur la crise sanitaire, ce qui est normal. On est d'abord là pour sauver des vies et essayer d'arrêter la propagation du virus. Et on espère que lorsque celui-ci sera sous contrôle, qu'on aura une attention un peu plus particulière sur nos urgences qui sont plus d'ordre économique. Est-ce que vous avez une idée, parce que là c'est le gouverneur de New York, est-ce qu'il a donné un délai pour la réouverture des restaurants à New York? Non. Alors aujourd'hui,
un peu comme en France, hein, ils bottent un peu en touche. Quand il y a une question sur ce sujet, elle est généralement répondue en 30 secondes et la réponse est simple. On sait qu'on sera les derniers à réouvrir, que tout ce qui est retail, restaurant, etc. est aujourd'hui, malheureusement pour nous, les endroits les plus risqués en termes de distance, de social distancing, comme ils l'appellent ici. Nous, on estime qu'on n'aura certainement pas une ouverture avant l'été. Partielle, hein, évidemment. À New York. À New York, oui. Pas avant l'été pour une ouverture partielle. Et on estime pas avant le 4e trimestre pour une réouverture quasi normale, voire même début 2021. Et vous avez des restaurants festifs. De quelle manière vous allez pouvoir rouvrir? Est-ce que ça sera comme un restaurant normal ou est-ce que vous allez avoir effectivement des règles supplémentaires? Alors, on sera évidemment soumis aux mêmes règles que tout le monde, mais évidemment, les règles qui vont nous être imposées va venir directement impacter notre business model, ça c'est certain. Alors ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas les mêmes contraintes dans nos restaurants urbains, type New York, Londres, Miami, Dubaï et autres, par rapport à nos restaurants saisonniers comme à Saint-Tropez, où là, on est en extérieur, où on a des surfaces beaucoup plus importantes. Donc, où on est capable, tout en étalant nos tables et en les séparant des distances d'1 mètre, 1,50 m réglementaires, de pouvoir quand même assurer un nombre de couverts potentiellement salvateur. Mais évidemment que notre business model va être impacté, que le côté festif va être très difficile à mettre en place et qu'on va devoir s'adapter à une nouvelle réalité pendant un certain nombre de mois. Alors, vous êtes également en France puisque vous êtes installé à Saint-Tropez depuis 1 an, a priori, avec 2 plages à Saint-Tropez. Depuis 8 ans. Comment? 8 ans. 8 ans à Saint-Tropez, ah d'accord. Et d'accord, mais Loulou, c'est depuis l'année dernière. Alors voilà, oui. Alors on a effectivement 2 établissements, un établissement qui est sous notre enseigne phare Bagatelle, qui est ouvert depuis 8 ans, et on est en association avec un groupe de restauration parisienne sur l'enseigne Loulou à Ramatuelle, qui était une création de Paris Society et de Gilles Malafosse et Jean-Philippe Cartier, et avec lesquels nous sommes associés à Saint-Tropez. Alors là, effectivement, la saison estivale, elle s'annonce un peu compliquée. Déjà, nous attendons de savoir à quel moment nous pouvons éventuellement réouvrir, sous quelle forme, avec quel taux d'occupation. Et évidemment, pour l'embauche des saisonniers, cela pose pas mal de difficultés. Alors nous, on se prépare, on anticipe. Hein, on travaille aujourd'hui sur un scénario à 50% de taux d'occupation. On était ouvert traditionnellement que le midi. On va éventuellement décider d'ouvrir le soir à la plage parce qu'on considère que les vacanciers qui auront la chance d'être dans le sud auront certainement beaucoup plus de velléité à vouloir dîner en extérieur, se sentiront certainement beaucoup plus en sécurité dehors que dans des espaces enfermés. Donc on essaye encore une fois d'adapter notre nouvelle réalité aux contraintes que l'on imagine être mises en place pour une réouverture prochaine. Alors vous qui avez un certain nombre d'établissements dans le monde, je pense que vous avez une 15aine d'établissements aujourd'hui. D'après vous, quels sont les États, donc les pays qui ont le mieux réagi à cette crise et qui aident correctement les restaurateurs et les gens de notre profession, égoïstement? Alors, je pense que la France a fait un travail assez remarquable aujourd'hui comparé à certains autres pays. Je m'explique. C'est vrai qu'avec le chômage partiel ou le chômage technique, un moratoire sur les loyers qui est en train de se mettre en place, en tous les cas pour tous les gens qui sont sur des domaines publics maritimes comme nous pouvons l'être. Il y a quand même de mesures qui sont très fortes et qui protègent quand même nos affaires plus qu'ailleurs. J'ajouterais aussi que ce qui m'a frappé en France, c'est le fait que le secteur de la restauration et de l'hôtellerie et du tourisme en général a été tout de suite le sujet de conversation
pour le ministre de l'économie, pour le président de la République et autres. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres pays. Donc la France, à mon avis, aujourd'hui sert d'exemple. Les Émirats arabes unis ont très très vite réagi, ont confiné tout le monde d'une manière assez autoritaire mais très efficace. Ils ont réouvert leur économie il y a quelques jours. Alors, on est en plein Ramadan, donc évidemment pour nous, on n'est pas capable de réouvrir comme on l'avait fait pré-Covid à cause du Ramadan, mais ça aurait été le cas quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, eux ont très très bien géré d'une main de fer cette crise. L'Angleterre a très très mal démarré, mais finalement a vite pris le pli. Et nous avons obtenu d'ailleurs ce matin notre prêt de soutien pour nos affaires. On a réussi à quand même obtenir 1,3 million pour notre affaire de Londres, qui va nous permettre de protéger notre affaire. Et ça, c'est couplé au fait qu'il y a un système un peu similaire à celui du chômage partiel qui n'existait pas, mais qui a été mis en place très rapidement. Donc là aussi, on est assez bien lotis. Le pire est évidemment aux États-Unis. Le Brésil, c'est quand même un peu limite, puisqu'il y a un président qui ne croit pas du tout au confinement. Et donc, il y a, comme toujours au Brésil, une bataille politique qui vient paralyser le fait de pouvoir prendre de bonnes décisions. Mais pour le coup, on est assez mal lotis aux États-Unis. On espère que ça va changer. Est-ce que vous pensez que vous, encore une fois, comme vous avez une situation mondiale et un business plan mondial dans votre marque Bagatelle et avec vos restaurants, l'idée de demain, c'est quoi? C'est de serrer les fesses et éventuellement de revendre des unités qui n'ont pas survécu au Covid, suivant les pays et les aides des pays, ou alors plutôt l'inverse, c'est de se déployer et de faire de la croissance externe et de continuer les ouvertures? Alors, bon, nous, on est plutôt dans le deuxième scénario. On avait une chance avant Covid, c'est que nous n'avions aucune dette bancaire, tout était fait sur fonds propres. Donc, on est capable de pouvoir refinancer certains de nos assets. On est aussi capable d'aller chercher du financement. Et on considère que on sera certainement en mesure de pouvoir reprendre nos activités, certainement dans une nouvelle normalité, mais en tous les cas, continuer à nous déployer autant que faire se peut. Alors peut-être pas de manière aussi agressive qu'on l'a fait les dernières années, mais en tous les cas, en se concentrant sur des marchés qui nous semblent rester porteurs. Et puis enfin, effectivement, on va considérer de la croissance externe, puisque si on est capable de, à travers notre réseau, nos capacités financières à éventuellement aller reprendre certaines affaires en difficulté ou en tous les cas venir les soutenir, il y a certainement de belles choses à faire dans le futur. Mais encore une fois, je pense qu'on en est loin. Les analystes les plus pessimistes nous donnent 18 à 24 mois avant de retrouver un certain retour à la normale. Je vous avouerai que nous, on a eu entre guillemets un peu de chance avec Covid dans le sens où 3 de nos grosses affaires étaient fermées. Enfin, Courchevel, pour le coup, on était en fin de saison, donc a été relativement peu impacté. Les 2 affaires de Saint-Tropez n'étant pas ouvertes, bon, bah, on peut limiter la casse. Mykonos, qui était en construction, bon, bien, on l'a suspendu pour 1 an. Ce qui nous inquiète le plus, c'est nous, en tous les cas, dans notre cas particulier, c'est la capacité que les gens vont avoir à voyager. Les frontières de Schengen restent fermées, donc ce qui veut dire pas d'Américains, pas de Sud-Américains, pas d'Asiatiques, pas de Moyen-Orientaux en Europe cet été ou pour une durée indéterminée, de même aux États-Unis. C'est aussi vrai dans le sens inverse, sans doute pas d'étrangers à Dubaï, qui reste quand même une plateforme où les expats sont de gros clients. Donc pour nous, ça c'est notre inconnu, c'est notre difficulté, c'est de savoir adapter notre business model à une clientèle plus locale et sans doute moins festive parfois et avec des attentes un peu différentes, peut-être plus de familles cet été dans le sud, mais c'est un challenge intéressant. Et en tous les cas, je crois que ce qui est très important, c'est de se dire qu'effectivement, il y a un volet économique pour nous tous restaurateurs, mais on a aussi un volet qui me semble extrêmement important, qui est celui un peu du bon citoyen,
c'est qu'effectivement, de réouvrir, même si dans des conditions économiques qui ne sont pas optimales, va quand même participer fortement à la reprise de la vie sociale, économique. Et ça, c'est essentiel. À un moment donné, il faut que les gens puissent se revoir, sortir de chez eux, avoir des endroits où même à une distance réglementée, vont pouvoir être ensemble. Et donc, notre but à nous, c'est de pouvoir nous adapter le plus vite possible à ces nouvelles contraintes en essayant de mitiger au maximum le risque financier tout en participant à la reprise de la vie. Dernière question, Rémi, vous êtes confiné à New York parce que, voilà, comme nous sommes confinés en France. Comment on peut diriger un groupe international présent dans beaucoup de pays en étant confiné dans une ville, à New York, avec le décalage horaire, avec les problématiques effectivement de non-circulation? Alors, pour ça, on est assez semblable à tout le monde. Hein. On se sert beaucoup de Zoom, qui était un outil extrêmement, enfin Zoom ou autre, hein, Microsoft Teams, Google Meet, etc. Mais donc beaucoup de conférences comme ça sur Internet. Alors après, nous, on a créé des comités. Hein, on a mis en charge certains de nos directeurs d'exploitation en charge de différentes choses. On a aussi créé un comité sécurité, hein, puisqu'on considère que ce qui est extrêmement important, c'est de mettre en place des normes sanitaires et sécuritaires qui vont peut-être même dépasser celles que le gouvernement nous imposera dans le futur. Donc, on a créé des comités et on fait des points réguliers. Chacun a une feuille de route et on essaie de faire remonter l'information régulièrement auprès de la direction et de nous-mêmes. Et puis aussi, on en profite pour peaufiner certaines choses qui n'avaient pas particulièrement notre priorité au moment où on était en pleine exploitation. Donc, on essaie d'améliorer certaines séquences de services, de peaufiner nos livres de recettes, faire des séances de training au niveau de notre staff pour qu'ils soient le plus performants possible. Tout ça, en tout cas, on essaie de rester mobile et de rester très actif pour que nos équipes, elles aussi, sentent qu'il y a quand même un dynamisme toujours au sein de l'entreprise et que on sera les pieds dans les starting blocks au moment de la réouverture. Donc voilà, on essaye de faire tout cela à distance avec les relais que nous avons à chaque niveau local, que ce soit directeur d'établissement, directeur d'opération, assistant directeur et toutes les bonnes volontés qu'on en a dans le groupe. Merci beaucoup. C'est intéressant d'avoir effectivement une vision un peu plus internationale et puis surtout avec quelqu'un qui est à New York. On en parle beaucoup effectivement aujourd'hui dans les médias. Enfin, on parle du monde entier, mais c'est vrai que New York est une ville très touchée par le Covid. Et donc j'imagine que pour les restaurateurs, ça va être relativement inquiétant pour l'avenir. Merci Rémi, à très bientôt et bon courage. Merci beaucoup, bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Je pense qu'on va pouvoir terminer cette émission. Xavier, est-ce que tu es dans le coin? Il a disparu peut-être. Ça fait quasiment 2 heures que nous sommes ensemble. Ah, Xavier, te voilà. Oui, je suis de retour. Merci à tous nos participants du jour. Désolé pour les petits problèmes techniques. On va essayer de faire mieux pour la prochaine. En tout cas, si on a pu être utile à tous ceux qui ont écouté les intervenants aujourd'hui, on est ravis. On aura rempli notre mission avec cette conférence. Alors, c'était une première, donc il faut être un peu indulgent sur tous les détails techniques. Mais promis, on va s'améliorer et puis on va essayer de réunir peut-être un nouveau panel dans quelques jours si ça vous a plu. Alors, moi, j'ai vu quelques petits messages. On n'a pas répondu en live, mais il y a des remarques. Alors, paraît-il qu'il y a que des garçons qui ont fait partie de ce live. Je suis d'accord. Ça manque de femmes. Je suis d'accord. Donc, on essaiera sur le prochain live d'avoir des femmes également parmi nous. Il y a aussi des métiers qui n'ont pas été représentés directement et en l'occurrence des représentants des bars, des discothèques dont on parle un peu moins, mais qui font partie aussi de notre univers. Et on essaiera de les inviter la prochaine fois. Prenez soin de vous, faites attention et j'espère qu'on pourra se retrouver sur un prochain épisode qu'on va organiser dans les prochains jours avec lieu d'émotion et
et Zen Chef, Xavier et toute son équipe. Merci à tous et à très très bientôt. Lâchez rien.